sans plus tarder, on va poursuivre nos travaux avec une table ronde en poursuivant sur la séquence consacrée à l'attractivité de vos métiers. Et après les temps importants que nous avons vécus, notamment les ateliers. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Claire Devauge, directrice attractivité des métiers d'Exopé, Patrick Chenu, président du FONGEP, Olivier Philippe, le directeur général d'Uniformation, et Evan Jeanne-Rose, conseiller du CESE. Alors, j'ai les excuses à vous transmettre de Bruno Clément-Ziza, qui jusqu'au dernier moment a essayé de se libérer, mais vous savez, et Madame la Ministre vous a rappelé ce matin combien la période était politiquement intense, compliquée. Bruno Clément-Ziza ayant en plus la particularité d'être le directeur de cabinet de la ministre Grandjean, mais également directeur de cabinet adjoint du ministre Dussopt et du ministre Pap Ndiaye. Bref, il est peut-être un tout petit peu moins libre qu'il le voudrait de son emploi du temps. Il vous salue et je pense que vous ne manquerez pas de le retrouver dans d'autres occasions, d'autres temps forts d'Exopé. Alors, pour démarrer notre table ronde, on va partager... Ouais, je suis désolé, je manque un peu de micro, mais on va mutualiser. Et ben, on commence ensemble, d'ailleurs, Evan. On va faire avec... Alors, Evan, on va commencer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a sur la table basse un document que tout le monde ne connaît peut-être pas encore. C'est l'avis du CESE sur les métiers de la cohésion sociale, dans lesquels sont inclus, bien sûr... Oh, il est formidable. T'as fait... Oui, tu as fait du téléachat. Moi, je te voyais bien comme ça. Le téléachat dans les reconversions possibles de notre ami David. Exactement. Non, mais c'est important parce que il fait son poids quand même. Et Evan est venu avec un stock pour vous à votre disposition. N'hésitez pas à vous en emparer à la fin. S'il manque, vous pouvez en avoir à la fois en téléchargement et demander via Exopé ou directement auprès d'Evan, qui peut vous en transmettre et vous fournir. Alors... Du reste, pour ceux qui sont intéressés, sachez que pas plus tard qu'hier, j'étais en communication avec notre commissaire du gouvernement, et qu'avait-il sur sa table? Ce document. Alors, ça veut dire qu'il commence à SMer, c'est une bonne chose, c'est un bon sujet, voilà une bonne info. Et nous, effectivement, on va aussi partir de ces travaux dont vous étiez le rapporteur, cher Evan. Que révèlent ces travaux et peut-être une interrogation fondamentale sur le sens au travail? Bonjour à vous toutes et tous. Déjà, juste dire que je suis content d'être ici et de vous dire pourquoi, à quel titre je suis au CESE et qu'est-ce que le CESE. Le CESE, d'abord, c'est quand même important de le savoir, c'est la troisième assemblée prévue dans notre Constitution, donc avec l'ensemble de la société civile organisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme d'entre-soi, mais alors au contraire, plutôt dans une forme de brassage avec énormément de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et on délibère globalement comme une assemblée, comme les autres assemblées, si ce n'est que nos rapports sont consultatifs et c'est leur mission. Et j'y suis au titre du CNAGEP, donc je suis très content d'être là parce que j'ai l'impression d'être un peu plus chez moi que dans d'autres espaces où je suis habituellement, et à la fois du mouvement Habitat Jeune et ailleurs. Donc ça, c'était mon petit plaisir d'être là aujourd'hui. Il paraît que vous avez évoqué régulièrement le sens du travail, et en se demandant par quoi commencer, on s'est dit pourquoi pas commencer par ça. Parce que finalement, la vie, il y a sur les questions d'attractivité, les questions de crise, il y a des questions d'emploi. C'est certain, conventionnel, rémunération, contrat, c'est sûr. Il y a des questions de formation. Encore faut-il se mettre d'accord sur est-ce que c'est de l'ordre de la formation initiale ou est-ce que c'est de la formation continue, de la formation d'adaptation au poste, enfin de quel type de formation on parle, à quel endroit de la vie du professionnel, etc. Mais il dit en fait c'est surtout une question de travail, ce qui est en crise actuellement. Ce qui est en crise, c'est le temps qui est accordé et qui est acceptable pour chaque professionnel pour pouvoir travailler. C'est le temps qui lui est donné pour réfléchir son action. C'est le temps qui lui est laissé à disposition pour pouvoir rencontrer ses publics. C'est aussi les modalités d'organisation du travail. C'est est-ce qu'il a encore accès à des réunions? Est-ce qu'il a encore la possibilité de faire ses écrits professionnels tels qu'il a eu l'habitude de le faire? Est-ce qu'il faut faire des formulaires administratifs, par exemple? C'est qu'un exemple. C'est les indicateurs aussi utilisés. Est-ce qu'on utilise des indicateurs de gestion
Combien de jeunes on a rencontrés, combien de journées enfants, pour le dire dans certains champs, c'est souvent comme ça qu'on parle, combien de lits on a remplis, quel est notre taux de rotation, enfin, est-ce que c'est ce type d'indicateur-là qui est mis sur la table du professionnel quand il travaille, sur son bureau, ou est-ce que c'est des indicateurs liés au changement qu'il souhaite opérer avec son public, c'est-à-dire un enfant plus autonome sur la gestion de l'hygiène, par exemple, dans un accueil collectif de mineurs, un jeune en capacité de tenir son logement dans la branche HLA, et j'irai pas sur les autres branches que je maîtrise un peu moins, mais vous comprenez l'idée, c'est quel est l'indicateur, est-ce que c'est bien l'indicateur du travail que le professionnel fait ou l'indicateur qui sert à la gestion de son activité. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une transformation sur tous les plans. Et pour comprendre l'impact de ces transformations-là, du coup, arrive la fameuse question de sens du travail qu'on a traité en fait en filigrane dans toute la vie. Et on s'est appuyé sur les travaux de la DARES. La DARES, elle dit qu'il y a 3 critères qui sont très pertinents pour penser les questions de sens de travail. Le premier, et peut-être que vous le connaissez, c'est la question de l'utilité sociale. Alors, il ne s'agit pas de savoir si nos organisations sont d'utilité sociale. Là, il n'y a aucun souci, je pense que c'est reconnu par tout le monde. La question, c'est quel est le sentiment d'utilité professionnelle, sociale du professionnel lors de son action quotidienne. Et c'est tout à fait différent, puisqu'il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il vise par son action et qu'est-ce qui lui est renvoyé de son action en tant que professionnel, et pas de l'action de sa structure ou de son organisation. Donc en fait, c'est changer de maille, c'est se passer sur la quotidienneté du travail. Le deuxième aspect pour traiter des questions de conditions de travail, c'est la question du développement personnel. Et on ne parle pas du coaching en développement personnel, on parle du fait que quand je suis professionnel, est-ce que j'arrive à développer mes compétences, ma créativité, ma liberté pédagogique, ma liberté éducative, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à inventer dans mon travail. Moins j'arrive à inventer et moins j'arrive à me construire en tant qu'individu et moins ce travail a du sens pour moi. C'est mis en difficulté en tout cas. Et le troisième aspect, c'est la question de la cohérence éthique. La cohérence éthique, c'est est-ce que ce qu'on me demande de faire, est-ce que je fais, est-ce que c'est en lien avec les valeurs éthiques et morales de mon métier, de ma profession. Or, on est dans des professions qui ont une haute exigence éthique. Il faut reconnaître le droit de la personne, on doit faire avec la parole de la personne, on doit faire au rythme de la personne, on doit partir d'elle, et je vous passe tout le vocable qu'on a là-dessus. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un décalage qui s'opère entre ces exigences-là éthiques et les modalités de fonctionnement de nos structures, et donc ce qu'il est possible de faire pour un professionnel. Et une fois qu'on a mis ces 3 critères sur la table, déjà le sens du travail, on n'a plus besoin d'en parler en tant que tel, on peut le garder à la fin, lors de la conclusion, et on peut commencer à décrypter et à analyser, à questionner ce qui se passe dans nos organisations de travail, et à quel point aujourd'hui, en fait, tous les plans sont impactés, alors différemment en fonction de si vous êtes dans une grosse structure, une petite structure, une moyenne structure, si vous faites l'animation périscolaire, si vous êtes animateur social, si vous êtes dans un club sportif, voilà, tout dépendra de là où vous êtes, mais globalement ces dimensions-là sont mises en tension. Et cette réalité, elle est réelle dans nos champs, elle est réelle dans d'autres champs, la restauration, l'hôtellerie, le BTP, c'était des sujets qu'on traitait juste avant cet avis-là, ça nous a permis au contraire de mieux comprendre ce qu'on avait traité avant en se plongeant dans notre champ. Donc voilà un peu, nous on pense vraiment qu'il y a un sujet autour de ça et qu'il faut organiser le débat autour de ça sans mettre de côté les questions d'emploi. Parce que oui, il faut quand même le redire, les rémunérations sont faibles, les conditions d'emploi ne sont vraiment pas les meilleures, mais en même temps, il y a des choses qui sont imposées aussi, notamment sur les horaires. Oui, il faut se parler de formation, mais laquelle exactement ? Mais parlons-nous du travail, c'est un peu le message de cet avis. Et sur la représentation des métiers, peut-être un mot, Evan, quelle est la place de ces métiers dans l'imaginaire commun ? Alors, on va faire plusieurs mailles pour ça. Premier point, la place de ces métiers dans, de façon plus générale, la famille de l'action sociale et éducative. Dites à un animateur, par exemple dans la salle, qui peut-être il fait partie de la famille de l'action sociale et éducative, donc beaucoup plus large que lui, et déjà se pose une question de est-ce que oui ou non je suis dedans ? Est-ce que mon référentiel c'est celui de l'éducation nationale, et donc est-ce qu'il faut que je vise plutôt la complémentarité éducative ? Est-ce que mon référentiel il est plutôt du côté de l'action sociale, parce que en fait les jeunes sont inscrits, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, sont inscrits dans des réalités sociales ou accompagnés par d'autres travailleurs sociaux ? Est-ce que je fais partie de la famille des travailleurs sociaux ? Donc ça c'est déjà un gros débat, très en difficulté en fonction de là où on se place. Nous on a considéré qu'il fallait pas exactement le dire comme ça, on a dit métier de la cohésion sociale en disant vous contribuez à différentes missions qui sont partagées par différents professionnels. Ensuite, sur la question dans la société de façon plus générale et même dans notre champ, on fait une alerte sur la question des représentations un peu biaisées d'un point de vue genré, donc j'y reviens juste après, et puis biaisées aussi par le traitement médiatique de ces métiers. Si on prend l'animation, je risque d'être très animation et HLA, je m'excuse d'avance pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dedans, mais c'est un peu mes ancrages, donc je vais y être. Si on prend l'animation, par exemple, sans doute le traitement par France Inter via une journée où une journaliste va passer une journée avec sur une colonie de vacances. Et c'est super, tant mieux, parce que du coup on parle d'écolo. Mais quand on finit le reportage en disant « c'est bon, je peux être animatrice au bout d'une journée »,
quel message ça envoie, si ce n'est que l'animation, c'est pas un métier. Non, l'animation, il suffit juste que ce soit cool et que les jeunes ils aient passé un bon moment avec moi. Donc ça, c'est typiquement des biais médiatiques qu'on dit attention, c'est pas les meilleurs. Sur les campagnes d'attractivité et les campagnes de com, on parle beaucoup d'engagement et de vocation. C'est vrai, mais enfin, derrière l'engagement et la vocation, il y a aussi de la compétence. Il y a aussi des choses pénibles, il y a des choses difficiles dans ces métiers. Est-ce qu'on peut en parler, histoire d'éviter que les jeunes ou les moins jeunes, quand ils rentrent dans ces métiers-là, il y a une forme de désillusion qui s'opère, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. On m'avait vendu de l'engagement, et là, je me retrouve avec de la pénibilité, des contraintes de travail, de contraintes horaires, enfin... Concrètement, mon engagement, je ne le vois plus. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est sans doute les questions de biais plutôt sur les grandes crises. Alors, dimanche soir dernier, pour l'ASE, par exemple, ces jeunes maltraités, mais on peut aussi parler des jeunes sur lesquels on voit des animateurs, je sais pas, crier sur des enfants. Et c'est bon, c'est ça qu'on met en avant. On a beaucoup plus de mal à mettre en avant l'animateur ou l'animatrice qui a réussi à aider le jeune à être propre, par exemple, à arrêter ses couches, qui a contribué à ça. Ça, on n'y arrive pas. Et pourtant, ça fait partie de ses missions éducatives. Et ça, on arrive du mal. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième point, sur les questions genrées, j'y reviens, c'est qu'on est encore, de façon générale, sur l'idée que ce sont des métiers qui sont juste l'extension d'une compétence domestique. Tu sais t'occuper d'un enfant chez toi ? C'est bon. Tu peux aller travailler en crèche. Tu peux travailler à l'animation périscolaire. Tu as eu un jeune de 18-25 ans, tu peux aller dans un foyer de jeunes travailleurs. Tu vois bien comment ils sont, les jeunes, aujourd'hui, non ? Donc ça marche bien, vas-y. On est encore beaucoup sur ces questions de croyance. Et la défenseur des droits, elle dit, attention, il faut réussir à faire une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine, parce que ces métiers-là, on ne les regarde pas à partir de ce qu'ils mettent vraiment en avant. On ne parle pas de la responsabilité sur les tiers dans les méthodes de classification d'emploi, ou très peu. On parle très très peu de la notion de technicité du relationnel. On n'arrive pas à définir la nature de la technicité attendue, ni le niveau de complexité de la technicité relationnelle attendue. On parle assez peu de la polyvalence des tâches, mais surtout de la polyvalence des niveaux de responsabilité ou de la multidimensionnalité des tâches demandées. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est sur des référentiels qui n'ont pas été conçus dans les métiers éducatifs ou sociaux. Et donc là, il y a aussi une alerte là-dessus. Patrick, sur le regard... Evan, on va partager le micro, je suis désolé. Le regard du côté du FONJEP sur la place de ces métiers dans l'imaginaire commun. Alors on a dit métiers genrés. Mais bonjour à toutes et à tous. Déjà peut-être aussi dire d'où je parle. Donc je suis Patrick Chenu, je suis président du FONJEP, mais président du FONJEP au titre du collège associatif. Il faut avoir en tête que le FONJEP, le Fonds pour la coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, est une association, mais une association un peu particulière. Ça résonne énormément, non ? Une association un peu particulière, sachant que cette association, elle est co-gérée entre les associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais pas que, l'État et les collectivités. Et c'est un espace assez rare. Le FONJEP a bientôt 60 ans. On se donnera rendez-vous en 2024 pour les 60 ans. On essaiera de ne pas éclipser les Jeux Olympiques, mais c'est pas gagné. Hein. Voilà, le FONJEP est né en 1964 et d'une volonté commune entre les associations et l'État en l'occurrence d'accompagner la professionnalisation de notre secteur. Donc ça a vraiment été un dispositif qui a été co-porté, co-construit par les acteurs publics et par le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire notamment. Autre singularité qui est intéressante, c'est que de fait, au niveau, et je vais venir ensuite sur ces questions des métiers dans l'imaginaire, le FONJEP travaille de fait en interministérialité. Parce que nous avons effectivement dans les ministères contributeurs au FONJEP, nous allons avoir le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais nous allons aussi avoir les ministères sociaux, le ministère de la culture, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, par exemple. Et on a 3 métiers très rapidement sur le FONJEP. On a effectivement ce métier historique qui est connu, que vous connaissez quasiment toutes et tous, parce que vous êtes un certain nombre ici dans vos organisations à bénéficier de postes FONJEP. Donc c'est subventions versées pour 3 ans en soutien de l'emploi associatif pérenne et formé. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que le FONJEP s'occupe aussi de la mémoire de nos associations de jeunesse et d'éducation populaire. C'est-à-dire que nous gérons les archives des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire au niveau national. Il y a un archiviste au FONJEP, c'est né d'une volonté des acteurs, et à l'époque avec les archives du Val-de-Marne, mais qu'aujourd'hui est porté par les archives nationales. Et enfin, on est également en soutien d'un certain nombre de dispositifs autour de la solidarité internationale. Donc un partenariat particulièrement étroit avec l'Agence française du développement et le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangère qui permet à de nombreux jeunes et moins jeunes de partir en volontariat à travers le monde. Quand je dis le FONJEP est né d'une volonté, c'était celle de s'adapter aux réalités, là, en l'occurrence, et aux enjeux des années 60. C'était accompagner la professionnalisation. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur, et on en a vu un certain nombre, qu'est-ce qui fait enjeu pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire aujourd'hui en 2022. Et on a souhaité, au niveau du FONJEP, monter un cycle prospectif qu'on a appelé PROJEP, prospectif pour la jeunesse et l'éducation populaire, qui vise à réfléchir à ce qui nous traverse collectivement aujourd'hui en tant qu'association et ce à quoi il va falloir travailler, s'adapter, et de quelle politique publique allons-nous avoir besoin pour accompagner ces transformations. On l'évoquait hier et ce matin, et notamment les grandes transitions. Donc on s'est aussi posé la question de l'emploi, on s'est posé la question des volontariats, et un des éléments qu'il est important de rappeler et qui souvent traverse nos associations, c'est que il y a un peu, dans l'éducation populaire, on aime bien la mythologie, quoi. Voilà, on aime bien l'idée qu'il y a eu un âge d'or de la jeunesse et l'éducation populaire. Donc nous, on essaye aussi, on a des historiens, vous le comprendrez quand on travaille sur les archives, dans notre... des gens avec qui nous travaillons. Là, je crois que, entre parenthèses, Jonathan Landau, qui est l'archiviste du FONJEP, est dans la salle. Donc, si vous avez des questions sur vos archives, allez le voir. On a fait plein de petites choses intéressantes pour vous accompagner dans la conservation de cette mémoire. Et donc, on a interrogé notamment Laurent Besque, un des historiens de l'éducation populaire, sur ces questions de professionnalisation. Et Laurent nous dit, contrairement à ce qu'on a souvent tendance à croire, l'éducation populaire, elle a toujours été professionnalisée. Voilà. On a toujours eu des professionnels, alors qu'il n'y avait pas un statut peut-être à l'époque de professionnels, mais les premiers professionnels de l'éducation populaire, si on était laïque, c'était plutôt les instituteurs. Si on en est les mouvements confessionnels, c'était les prêtres au sens large. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu des gens qui ont eu du temps, et quasiment du temps plein ou du temps partiel, dédié à mener des actions d'éducation populaire. Donc dans l'imaginaire aujourd'hui autour de nos métiers, il n'y a pas de... Moi j'ai employé ce mot-là. On a un besoin essentiel, et c'est constitutif de ce que nous sommes, bien évidemment, de bénévoles de gouvernance, de bénévoles d'action dans nos organisations, mais il n'y aurait pas une sorte de pureté originelle du bénévolat, de la vie associative et de la jeunesse et l'éducation populaire. Et donc je pense que dans l'imaginaire, ce sont effectivement des actions pour lesquelles on a besoin de professionnels formés, tels que l'évoquait Evan. Et on voit bien aujourd'hui, dans ce qui traverse aussi le champ, on a mené un travail au niveau de l'Île-de-France. On a essayé on a travaillé avec plutôt des psychologues cliniciens sur les postes FONJEP pour avoir des ressentis d'acteurs qui sont eux-mêmes porteuses et porteurs de postes FONJEP. Et on sent bien qu'au-delà, on l'évoquait précédemment hier en l'occurrence, au-delà de la subvention que représente ce poste FONJEP et de l'aide que ça peut apporter à l'association qui en dispose, c'est aussi un élément de contribution à la reconnaissance de la pertinence de ce professionnel, de cette professionnelle, parce que c'est une reconnaissance d'État aussi. Donc d'avoir une personne, un salarié, une salariée qui est porteuse d'un poste FONJEP, ça dit aussi quelque chose de la reconnaissance qu'on porte à son action. Et je pense que, par rapport à cet imaginaire, c'est sans doute quelque chose qu'on ne donne pas assez à voir. On a tendance à croire que c'est une aide à l'emploi. Ben non, ce n'est pas une aide à l'emploi, c'est la reconnaissance d'un projet d'éducation populaire pertinent sur un territoire. Et je pense que si on veut continuer à contribuer à ce que, dans l'imaginaire, nos métiers soient mieux connus, on a aussi nécessité de valoriser, notamment à travers des dispositifs comme le FONJEP, l'enjeu d'utilité et l'enjeu de les soutenir. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'utilise pas les bons leviers ou des leviers supplémentaires. On change de dimension quand on parle de sociétal pour vendre les métiers. Je pense effectivement que la question de la valorisation et du soutien à ces métiers est aujourd'hui essentielle. J'évoquais tout à l'heure la question du poste FONJEP, et c'est aussi à un moment la mise en articulation d'acteurs. C'est-à-dire que selon les cas, vous allez avoir effectivement un soutien de l'État, mais peut-être aussi une collectivité territoriale qui va appuyer à travers le FONJEP l'action de cette ou de ce professionnel.
professionnels, et qui va donc cofinancer un projet d'éducation populaire sur un territoire. Alors je ne parle pas de mode de contractualisation, hein. On a des fonds GEP dans des associations qui répondent à de la commande publique, d'autres qui sont en convention, etc. Mais ce qui compte, c'est bien la reconnaissance du projet d'éducation populaire et de la nécessité d'une salariée et d'un salarié formé pour sa mise en œuvre sur le territoire. Alors après, je pense qu'on peut avoir un sujet en termes de levier tel que vous l'évoquez là. Est-ce que cette reconnaissance, et notamment financière, elle est suffisante aujourd'hui? Anne-Claire, peut-être sur le sujet à la fois de la représentation des métiers, d'image qu'on en a, des leviers utilisés et des bons leviers pour en parler, et des conséquences peut-être en termes de valorisation et de reconnaissance par les commanditaires. Sur la dimension de reconnaissance des métiers, je trouve aussi qu'il faut à nouveau peut-être, et d'une manière un peu contemporaine, redire des choses de cette mythologie, Patrick. Je pense qu'il y a des fondements à nos métiers qui sont complètement transversaux et peut-être on a une tendance à technocratiser un peu nos sujets, nos métiers, nos compétences, mais il y a des sous-jacences quand même qui sont très importantes. Quand tu nous donnes, Evan, les 3 indicateurs tout à l'heure du sens au travail, je vais vous en donner quelques-uns qui sont pour moi révélateurs de ce que c'est. Ces indicateurs, comment ça se traduit dans l'éducation populaire. Utilité sociale, c'est pas seulement être inscrit dans une utilité de sens par rapport au territoire, par rapport au public, c'est aussi une dimension d'être lié à d'autres. Et dans l'éducation populaire, il y a quelque chose, vous savez, tout le monde nous dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est dur à définir l'éducation populaire, c'est polymorphe, on ne sait pas de quoi on parle. » Oui, pourquoi ? Parce que c'est du tissage de liens. C'est du tissage avec d'autres, forcément. Sur un territoire, on est relié à la ville, on est relié à des citoyens, on est relié à des habitants. On produit comme ça quelque chose du sens social à agir et à être ensemble. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut revendiquer dans une société d'aujourd'hui, démocratique, avec toutes ces failles. Je crois que ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, tu parles de développement personnel, hein, ou plutôt la DARES en parle. Moi, je dirais développement personnel, certes, pour soi. Alors, en plus, on est dans une société aujourd'hui où le développement personnel, ça maille même nos dispositifs de formation en termes de compétences. Mais de quoi on parle ? En fait, on parle de développement personnel sous l'angle d'un collectif, sous l'angle d'être inscrit dans une communauté de liens, dans une communauté de sens. Et cette valeur du collectif, c'est aussi une valeur de l'éducation populaire qui est à nouveau à revendiquer. Créer du collectif, faire agir les personnes ensemble, c'est aussi avoir un regard critique sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qui se passe pour nous. Et ça, c'est du développement personnel mis au service des autres, mis au service, effectivement, d'un territoire, d'une citoyenneté, d'une ambition. Il y a une autre valeur qui est peu citée et que je revendique, moi, d'une manière assez forte, c'est cette vertu à l'émancipation. C'est parce qu'on se développe personnellement et qu'on se transforme qu'on comprend le monde, et que parce qu'on comprend le monde et qu'on acquiert de la connaissance grâce à ce tissage de liens à ces communautés, qu'on peut effectivement avoir un regard critique sur ce monde et donc de pouvoir agir ensemble. Dernier indicateur, la valeur éthique. Et je crois que ça, on en a pris conscience beaucoup plus avec nos failles démocratiques. On en a pris conscience avec tout ce qui se passe du côté de la lutte contre les discriminations. Cette dimension éthique, elle nous rend solidaires, elle nous rend humanistes. Et ça aussi, c'est une valeur qui est vraiment forte et qu'il faut à nouveau revendiquer. Alors, je veux bien être une ringarde, et je le revendique, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse aussi attention, on en a un petit peu parlé avec Fabien, sur la question des mots et du langage. À Exopé, je suis toute nouvelle, donc j'ai cette manière aussi d'arriver là dans les dossiers, et puis je participe au club RH. D'Exopé et effectivement j'entends parler d'une formation et de compétences à avoir sur le management. Et j'interroge ce terme parce que pour moi c'est un terme qui ne me convient pas au sens de ces 3 indicateurs que je viens de citer. Et c'est un emprunt à un autre langage qui manage les organisations effectivement et les hommes et femmes d'une certaine façon. Je veux bien me réapproprier ce terme de management pour peu qu'on lui donne un sens qui est celui de la coopération des hommes et des femmes au service de ce projet,
pour peu qu'il ait aussi un sens du côté de l'ascendance et du coup de la participation des parties prenantes à ce sur quoi on manage. Parce que je crois que ça, c'est important et c'est ce qui nous différencie effectivement des entreprises plutôt dans un versant plus capitalistique, moins effectivement économie sociale et solidaire. Et je refuse pas effectivement de parler d'économie, d'argent, d'emploi, de métier et de compétences professionnelles. Mais je crois qu'il faut qu'on se réapproprie notre langage, notre vocabulaire, et qu'on le mette un petit peu plus en raccord avec effectivement ce qui est notre projet effectivement d'utilité sociale. Peut-être Patrick. Non, Patrick, je voulais quand même sur la nécessité de professionnaliser la filière. Pour quelles raisons? On l'a dit tout à l'heure rapidement, et avant qu'on enchaîne avec la brique formation. Je pense que cet enjeu de professionnalisation qui est, je disais tout à l'heure, qui est aussi ancien que l'éducation populaire en réalité. Ouais. C'est-à-dire que la question de la permanence de l'action, hein, c'est ça la base de cette professionnalisation. Du point de vue du FONGEP, c'est trouver d'aujourd'hui les bons leviers pour accompagner cette professionnalisation. C'est-à-dire que nous, on intervient entre guillemets après. C'est-à-dire que le FONGEP, c'est une association qui va gérer des dispositifs qui sont construits par les pouvoirs publics, qu'on va co-gérer, mais aussi qu'on va affiner. Donc quand on parle de professionnalisation, parce que l'intérêt d'être dans un espace de cogestion, c'est que le dispositif, on le remouline derrière ensemble, entre État, collectivité et association. Et pour la petite histoire de la gouvernance du FONGEP, le président n'a pas de voix prépondérante et les collèges sont égaux en voix. Donc vous avez autant de voix à l'État et aux collectivités qu'aux associations. Donc inutile de dire que tant qu'on n'est pas d'accord, il ne se passe rien. Ça oblige à travailler en même temps. Hein. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on dispose d'un espace de confiance entre l'État, les collectivités et les associations qui nous permet de mouliner, d'affiner, c'est tendance ce mot-là, de raffiner en ce moment les dispositifs qui nous sont confiés. Je prends l'exemple des FONGEP jeunes, par exemple. Vous avez, dans le cadre du plan de relance, un jeune, une solution. On a eu 2 campagnes de 1000 postes FONGEP à destination des moins de 30 ans, sans rentrer dans la tuyauterie trop longtemps. On a fait valoir, après discussion avec Exopé, après discussion avec les différentes organisations associatives, qu'il y avait un peu des effets de bord à vouloir, en période de crise, faciliter l'embauche de moins de 30 ans dans des associations qui ne savaient pas très bien comment elles allaient pouvoir redémarrer. En gros, après la pandémie, est-ce que les adhérentes et les adhérents allaient être au rendez-vous, etc., etc. Donc ça veut dire que l'accompagnement de cette professionnalisation et de cette nécessaire professionnalisation nécessite aussi des dispositifs qui doivent nous ressembler, c'est-à-dire qui doivent ressembler à ce que nous sommes au niveau de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on est en capacité de mettre en œuvre les processus qui vont permettre à un moment de les construire, de les élaborer et de les copiloter ensuite. C'est ça qu'on essaye de porter. Alors la cogestion, ça ne va pas de soi dans cette époque, c'est un exercice permanent. Comme disait un certain sociologue, ça peut être parfois un sport de combat, mais en tout cas, on s'y oblige et on essaie de créer les espaces et les conditions qui permettent à un moment d'avoir les meilleurs dispositifs et qui surtout visent à toucher leurs utilisateurs et leurs cibles finaux. Et alors ça passe peut-être aussi par la formation, la professionnalisation de la filière et la formation au métier aussi. Ça, c'est pas un sujet du FONGEP, par contre. Non. Evan. Oui, alors j'aurais vu Evan et je vais faire rebondir Olivier. On essaye de se refiler le micro pour... Non, restez là. J'ai besoin de vous. Nous, sur la question de la formation... Alors, sur la question de la formation, notamment dans le champ des métiers de l'animation, nos diplômes d'État, les BP, les DE, etc. Dans ce champ-là particulier, on a une première question qu'on s'est posée, c'est drôle, tous les espaces quasiment... Attention, je ne parle pas de toutes les branches hébergées au sein d'Exopé. Dans les branches qu'on a travaillées dans le cadre du rapport, tous les espaces où les professionnels travaillent sont dans le code de l'action sociale et des familles. Leurs diplômes sont dans le code du sport. Et ça nous a interrogés longtemps, vraiment, en se disant qu'est-ce qu'on fait ? Comment on a inventé ? Où est la logique entre les deux ? Comment est-ce qu'on peut avoir un BPGEPS avec plus de 50 mentions,
certaines qui sont plutôt en lien avec des sports réglementés, c'est-à-dire avec une autorisation, etc. Et 5 autres mentions qui sont en lien avec l'animation et donc pas du tout un métier réglementé, enfin un métier qui s'exerce autrement. Donc ça, c'est une première question qu'on s'est posée, d'autant plus que ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a assez peu de liens et de ponts en fait avec d'autres diplômes, avec d'autres champs de formation et d'autres métiers. Et donc du coup, ça crée un peu un isolement de ce champ de formation-là. Le deuxième point, c'est qu'on dit, quand on a fait une plateforme de consultation pour faire cet avis, donc on a obtenu quelques milliers de réponses qui nous ont permis quand même d'être sûrs de ce qu'on allait pouvoir dire. Les étudiants et étudiantes ne sont pas forcément ultra mécontents de l'offre de formation initiale. Alors il y a sans doute il y a des améliorations, etc. Mais c'est pas trop là-dessus qu'on est venu nous chercher. Par contre, on nous a dit, ce qui n'est pas normal, c'est que quand ensuite le professionnel arrive sur le poste, eh ben, il ne soit pas adapté à mon poste. Très bien, mais enfin, est-ce que c'est l'objectif de la formation que de former un futur professionnel adapté à votre poste de travail, vous l'employeur, etc. D'autant plus que sur la même activité entre deux employeurs, on ne fait pas forcément la même chose. Et donc là, nous, on a dit au CESE, c'est surtout sur la question de la formation continue, d'abord la formation d'adaptation et d'arrivée sur le poste, qui a un effort à faire, puis sur les formations continues plutôt d'adaptation des compétences. Et un peu moins, on est moins allé sur la formation initiale. C'est pour ça que je voulais pas tout de suite prendre le micro en disant, nous, je pense qu'on est, avant même de professionnaliser au début, on est plutôt sur la suite. Alors, Olivier Philippe, sur la formation, l'importance de la formation professionnalisée, et puis l'objet de la formation aussi. Est-ce qu'on forme à un poste? Est-ce qu'on forme à un métier? Vaste sujet. Ouais. Alors, vous avez 2 heures. Non. D'abord aussi, repréciser un petit peu ce qu'est une formation. Alors une formation, contrairement à ses autres confrères, a le gros avantage de ne pas avoir changé de nom depuis un certain temps, ce qui permet de l'identifier clairement comme étant désormais l'OPCO de la cohésion sociale. L'OPCO, le P veut dire désormais un bout d'opérateur, mais c'est un organisme qui est resté paritaire. Même si ça ne figure plus, et c'est très important dans la conception qu'on a des choses, et sur lequel donc on va accueillir une vingtaine de branches professionnelles, dont une bonne partie de celles qui sont aujourd'hui l'objet de toutes les remarques qui ont été faites, mais qui couvrent un champ plus vaste, puisque, pour reprendre un peu l'ancienne terminologie, je dirais pré-réforme, ce seront bien les champs de l'habitat social, la protection sociale et de l'économie sociale qui sont hébergés, qui sont accueillis, je dirais, chez nous. Alors après, sur la question de la formation, c'est vrai que aujourd'hui, un OPCO va intervenir à la fois sur la partie formation continue, qui est évoquée, mais aussi à travers sa nouvelle mission d'apprentissage sur la formation initiale. On a la chance aussi, avec les branches Exopé, d'avoir des branches professionnelles qui sont furieusement investies dans la chose, c'est-à-dire qui vont au-delà, je vais appeler ça un peu de façon provocante, au-delà de la taxe formation, qui vont avoir des contributions supplémentaires conventionnelles, qui vont donner la capacité aux acteurs de branche de faire mieux. Alors, en tout cas, c'est ça qui est porté. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'État a parfois envie que ce soit plutôt qu'il fasse à la place de l'État, mais je ne crois pas que c'était la vocation initiale. C'était de pouvoir apporter la flexibilité, l'agilité aux envies de formation par rapport à des dispositifs légaux qui sont aujourd'hui extrêmement réglementaires, avec des normes qui finalement finissent par quasiment s'imposer même à nos conseils d'administration. Les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Heureusement, on a cette partie liée aux contributions conventionnelles qui permettent, à travers des projets qui sont discutés paritairement en CPNE, de porter des actions de formation qui ont véritablement du sens et qui sont, je dirais, plus le reflet de ce que vous voulez être que ce que l'écosystème voudrait que vous soyez. Ça, c'est intéressant. Et quand on regarde le paysage, c'est notre métier aussi, en tant que journaliste, de regarder ce qui se passe, je me permets d'apporter ce regard, que c'est un symptôme de maturité des acteurs sur le sujet formation. En d'autres termes, le fait d'avoir créé du conventionnel, c'est une façon d'avoir choisi de maîtriser son destin, comme vous l'exprimez.
Oui, d'une part, et puis aussi, quand je disais qui vous ressemble, parce qu'on sait que très souvent, dans nos périmètres, l'entrée dans la vie professionnelle n'est pas la fin des choses en matière formative, au contraire. Heureusement. C'est pas le cas dans tous les périmètres. Ici, vous allez avoir, pour avoir des associations qui soient, je dirais, performantes dans leur mission sociale, l'obligation d'avoir véritablement un parcours formatif qui s'égrène tout au long de la carrière professionnelle. Et ça, c'est bien en mobilisant les contributions conventionnelles que les choses peuvent se faire. Ce n'est pas... on a bien vu la difficulté lorsque l'État a voulu mettre en place les fameuses PROA, qui ont été... dont l'accouchement a été extrêmement long, avec un... Voilà. Et on a bien vu que, heureusement que pour, je dirais, combler le vide qui s'était créé avec la disparition de la période de pro, heureusement que les contributions conventionnelles ont pu être mobilisées pour apporter ce nécessaire cheminement de formation qui, aujourd'hui, est beaucoup plus compliqué, car beaucoup trop contraint lorsqu'on parle de proa. Et puis ça peut être un levier aussi pour répondre à un sujet sur lequel j'aurais envie d'entendre Patrick. Olivier Philippe, juste avant, le manque de cadres dans le secteur, parce qu'il y a un problème de raréfaction de la source, on manque de jeunes, mais on manque aussi d'encadrement. Or, le fait pour une branche d'être maître de son destin, de dégager des capacités de financement, est-ce que ce n'est pas aussi une réponse à cette difficulté ? Parce que finalement, l'encadrement du secteur, il peut naître aussi de la formation, de la construction d'une trajectoire professionnelle. C'était justement, quand on a porté collectivement, et avec l'appui de nos branches, au moment de la réforme, ce que l'on pensait, ce que l'on croyait être la proie, c'était bien ça qu'on visait. La proie, aujourd'hui, est très portée par la puissance publique comme la partie reconversion, mais il y avait la partie promotion qui était très prégnante. Et alors, cette partie-là a été fortement contrainte par la proie 2.0, je ne sais pas quel nom donner, qui a complètement torpillé l'ambition des branches en l'orientant clairement sur des reconversions, alors internes ou externes, peu importe, mais on était sur un changement complet de trajectoire. Alors que tel que nous l'avions entendu, tel que nous l'avions porté en appui des branches, c'était vraiment justement quelque chose qui permettait depuis éventuellement une entrée modeste dans une association, de pouvoir faire son chemin jusqu'à des tâches de, j'allais dire pas management, mais d'encadrement en tout cas. C'est pas un grand mot. Je provoque délibérément. Anne-Claire, non mais Anne-Claire, c'est intéressant. Elle veut bien s'approprier le management tout en disant voilà ce qu'on met derrière. Et ça, c'est le plus intéressant. Il faut aller sur le terrain et montrer qu'il y a des alternatives au management qu'on a pu subir, qui a pu être déviant, harcèlement ou autre. Et là, c'est fort. Non, je voulais saluer la dimension du paritarisme dans ce que Olivier Philippe soulève ici, parce que effectivement, là encore, il y a une question aussi de mots et de trajectoire qu'on aurait souhaité. Je pense qu'on peut ajouter un petit peu au panorama dans ce qu'on fait du côté de la qualification des acteurs et de la promotion aussi sociale, qu'on appelait hier la promotion sociale. Aujourd'hui, c'est moins à la mode. N'empêche qu'il faut quand même s'y intéresser. On parle de parcours aujourd'hui. Et d'évolution des compétences professionnelles sous-tendues, de nouvelles compétences qui seraient plus adaptées qu'hier. Ou on peut y mettre aussi le verdissement aussi de certaines compétences liées à la transition écologique. Derrière tout ça, il y a quand même un travail de dialogue social quand même qui est fructueux. Je crois qu'il faut le saluer là dans toutes les branches et dans toutes les CPNE dans lesquelles nous siégeons, et que ça c'est aussi très important à redire. C'est-à-dire que les dispositifs et la manière dont on peut être en dialogue avec Uniformation quand on est un employeur exopé, c'est travailler ailleurs par nous-mêmes. En partie, donc je crois que ça c'est vraiment important. Les sujets qui sont les nôtres, c'est effectivement, Evan l'a évoqué, l'adaptation au poste et l'adaptation plutôt à certains métiers, et notamment par l'offre de formation continue. Je pense qu'il y a un nouveau dispositif qui est l'AFEST, l'adaptation en formation, apprentissage en
nouvelles modalités professionnelles. Voilà. Mais on s'y intéresse pas suffisamment. Mais il y a un esprit très éducation populaire derrière tout ça, d'immersion et de formation dans l'emploi de la personne. Et je crois que ça, c'est très utile à dire. Et puis aussi, s'il y a un cœur de métier qui est très animation, éducation populaire, il y a aussi tous les autres métiers qui gravitent autour. Et je crois que ça, c'est important. À Exopé, on a bien sûr ADOS sur les fonctions plutôt de ressources humaines. Mais il y a aussi un travail spécifique à faire sur la question des cuisiniers. Il y a une pénurie là évidente qui a été soulevée notamment sur le tourisme social et familial cet été dans les centres de vacances et ailleurs, mais il y a comme ça des spécificités. On ne fait pas de la cuisine collective aujourd'hui comme on la faisait hier, c'est évident. Donc il y a de nouvelles trajectoires de formation qui sont à construire ensemble, à la fois dans l'emploi et à côté de l'emploi. Et je crois que ça, c'est aussi des défis de demain. Et je rajouterais aussi une autre logique, moi, qui m'intéresse beaucoup en mettant pour l'instant qu'un tout petit doigt de pied dans toutes les CPNEF, c'est aussi la dimension interbranche. Oui. Je crois que le travail qui s'opère là sur une offre de formation qui va être existante là début 2023 sur l'accueil, un accueil éducation populaire quand même. C'est quand même intéressant de travailler ça dans une logique interbranche parce qu'effectivement, on a des dimensions communes pour bien accueillir et puis pour aussi accompagner au-delà de l'accueil les publics que nous accueillons dans les différents chemins qu'on leur propose, que ce soit dans la branche hébergement, logement accompagné ou tourisme social et familial ou éclat ou sport. Je crois que ça, c'est aussi important et ça pose aussi la question. Alors, on citait tout à l'heure le nombre de BPGEPS. Alors aujourd'hui, on est aussi dans une réforme avec l'État et on est présent dans les CPC, dans les différents CPC, mais particulièrement là sur un sujet qui est celui des futurs BPGEPS, qui vont passer de 50 aujourd'hui à 3 demain. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réalité en ce moment qui est travaillée. Est-ce qu'on va avoir un éducateur sportif, animateur généraliste comment retrouver des spécificités de métier? Ça va nous occuper aussi pour adapter demain les offres de formation continue et d'adaptation à l'emploi. Si effectivement on a un seul diplôme cœur de métier là qui devient beaucoup plus généraliste qu'hier. Et puis peut-être une réflexion qui était située dans les ateliers là dans lesquels je suis passée. Il y a aussi ce besoin de qualification très très grand que vous avez soulevé dans les ateliers, c'est-à-dire ils sortent pas vraiment bien formés. Est-ce que c'est suffisant la formation qu'on leur propose? Enfin, il y a aussi une dimension de qualité de la formation que vous posez régulièrement à travers l'accueil que vous réservez à ces jeunes diplômés pour certains. Ça, c'est aussi à travailler aussi du côté de la qualité et de l'adéquation des formations aux métiers et aux emplois qui sont les nôtres. Alors, deux éléments pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand on parle d'action interbranche, c'est aussi quelque chose qui est assez nativement présent chez Uniformation. Chez nous, on a des instances qui portent le bel acronyme de SPP, qui doit probablement dire absolument rien à personne dans cette salle, mais qui permettent donc, à travers ces sections paritaires professionnelles, de faire dialoguer les branches au sein de l'OPCO. Alors, dans d'autres univers, il peut exister des SPP qui sont monobranches. Nous, historiquement, ça n'a jamais été le cas. On cherche toujours, justement, à trouver une efficience particulière et un intérêt particulier pour les représentants des branches professionnelles qui siègent dans ces SPP, à nourrir ce dialogue-là. Donc là, c'est quelque chose qui est pour nous une de nos richesses et que je ne pouvais pas manquer de mettre sur le devant de la scène. Et c'est dans ce cadre-là que notamment la formation qui a été évoquée a été bâtie, sachant que bien sûr, on ne s'interdit surtout pas lorsque le projet déborde d'une simple SPP de travailler en inter-SPP là où cela fait sens. Et puis sur l'aspect de l'adaptation des formations aux évolutions du monde, ça correspond aussi, il ne faut pas l'oublier, aux nouvelles missions qu'ont désormais les OPCO, de se tenir
en soutien des branches professionnelles sur toutes ces questions de certification. C'est pas quelque chose qui est très ancien, sur lequel il faut que nous aussi nous fassions notre révolution parfois. On a eu déjà les premiers succès avec des certifications qu'on a accompagnées jusqu'à leur inscription au registre de France Compétences. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on voit que branches et OPCO ont intérêt à travailler ensemble. Et ça justifie, comme vous le disiez aussi, ça rappelle la cohérence du périmètre cohésion sociale avec quand même des dénominateurs communs profonds chez les acteurs. Patrick, on a évoqué le problème des cadres et l'importance de ce qu'on vient de voir avec Anne-Claire. Les trajectoires sont un facteur d'attractivité, c'est un facteur de sourcing pour aller chercher les compétences. Qu'est-ce qui explique qu'on perde de l'encadrement dans ces métiers? Je pense l'intervenant d'Opinionway évoquait le fait qu'aujourd'hui on est quasiment en plein emploi des cadres. Ouais. Et ce qui est c'était via Voice, mais c'est via on Voice. aime beaucoup. Pardon, désolé. Sans concurrent, alors tu vois. C'est le début d'après-midi. Je fais attention à eux. Oups. Non, donc on est donc quasiment au plein emploi des cadres. La nouveauté, en tout cas, qu'on constate dans certains réseaux et dans le mien en l'occurrence, c'est qu'aujourd'hui, on a des cadres effectivement qui démissionnent, mais qui ne démissionnent pas comme ils pouvaient précédemment partir exercer leurs fonctions ailleurs, mais qui démissionnent pour changer de vie. Et je pense que la singularité qu'il faut prendre en compte, c'est que les cadres de nos associations, là je parle plutôt éclat en l'occurrence, de jeunesse éducation populaire, sont bien évidemment des cadres administratifs, mais aussi des cadres pédagogiques. Et je pense que cette question aujourd'hui de la tension qui peut exister pour un cadre d'une organisation de la jeunesse et de l'éducation populaire sur la capacité à mettre en œuvre son métier dans un contexte qui devient de plus en plus complexe. On a travaillé sur un baromètre des postes FONGEP qui nous donne grosso modo aussi, alors sur les 5000 associations qui bénéficient de postes FONGEP, un petit état des lieux des situations financières et économiques des associations. Ça ne surprendra personne que je vous dise qu'on a plutôt des budgets qui baissent et qu'on a plutôt moins d'emplois. Donc ça veut dire que la charge aujourd'hui qui pèse sur l'encadrement dans nos secteurs est extrêmement importante, et ce que nous remonte l'ensemble des réseaux, notamment la charge administrative, que ce soit sur l'accès au financement, la complexité aujourd'hui de la posture de l'encadrant, et donc la difficulté à faire un métier qui, on l'évoquait aussi précédemment, ces métiers sont souvent des métiers de choix, c'est-à-dire qu'on devient rarement cadre dans l'éducation populaire par hasard. Mais on y vient aussi pour la dimension pédagogique, pour la promesse de l'éducation populaire, pour la capacité à transformer. Et donc aujourd'hui, on a malheureusement, je crois, des gens qui raccrochent parce qu'ils ont le sentiment, qui peut être partagé par d'autres professions dans ce pays, de ne plus être en capacité d'exercer correctement la responsabilité qu'est la leur. Donc c'est un enjeu de réinterroger les conditions de travail, la conformité à la promesse initiale, même s'il y a des facteurs exogènes aux structures qui sont à l'origine de ces difficultés. Evan ? Ce point de travail, puisqu'on revient au travail, je me sens plus en lien avec le fond de cet avis. Et puis, en fait, sur la question, ce sont des cadres pédagogiques. En fait, effectivement, on a quand même un encadrement qui se pense d'abord à l'aune de sa mission pédagogique ou éducative ou sociale, ou culturelle, bref, la mission, la finalité de l'action, et pas tant sur l'action, l'activité quotidienne, mais sur sa finalité. Il se base d'abord là-dessus. Sur la question administrative, c'est un point que tout le monde nous a remonté. Alors vraiment, je pense que tout le monde dans la salle pourrait le dire. Donc nous, on a creusé, et donc je voulais juste prendre le micro pour dire en quoi peut-être il y a effectivement quelque chose à interroger sur la notion de management, parce qu'avec le management va une forme d'organisation administrative du travail. Les deux ne sont pas complètement décorrélés. Aujourd'hui, on fait face à des phénomènes de concentration. Concentration du nombre d'accueils, si on parle d'accueil collectif de mineurs, de services ou d'établissements par employeur, premier point, et à une concentration dans les mains de l'encadrement, effectivement, un encadrant gère de plus en plus de professionnels ou de missions, etc. Donc ça, c'est des phénomènes de concentration. Le corollaire, c'est que plus c'est concentré dans mes mains, c'est-à-dire que plus j'ai à faire, et moins j'ai de temps à passer en proximité, donc en lien et en relation, en interaction avec les personnes. Donc comment je fais pour gouverner ou pour manager, ou pour encadrer ? Je mets en place une gouvernance par les nombres et par les chiffres.
C'est-à-dire que le seul moyen pour l'encadrant qui s'éloigne du terrain du fait de ces phénomènes de concentration, c'est d'avoir des remontées d'informations. C'est-à-dire qu'il doit avoir de l'information à distance sur ce qui se passe. Combien d'enfants sont là? Combien de projets? Combien d'activités? Je suis obligé d'avoir ces combien-là, d'avoir des indicateurs. J'ai pu voir dans des organisations, il n'y a pas très longtemps, vraiment le tableau qui dit exactement, je mets le nombre d'enfants et le tableau calcule le nombre de professionnel qu'il faut. Mais entre les deux, je n'ai pas fait du tout la réflexion sur le projet qui était mené. J'ai juste petit à petit construit des modalités. Donc, je l'ai vu il y a une semaine à Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux, sur une grosse association bordelaise, et c'est assez impressionnant en fait à voir les fonctionnements. Et donc cette question administrative, elle est vraiment pas neutre parce qu'elle est très liée à la façon dont on manage. Et dans l'avis, pour aller sur ce dernier point, du coup, on a un certain nombre de préconisations qui visent à, du coup, questionner les modes de contractualisation de l'action en faisant peser non pas sur la responsabilité du dirigeant de l'organisation, la responsabilité de tout ça. Il y a sans doute une part de responsabilité, d'initiative à prendre pour réinventer ses process, etc. Mais aussi faire peser auprès des tutelles une responsabilité RH ou employeuse. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine façon, de la façon dont elle commande l'activité, la façon dont elle demande des indicateurs, la façon dont elle demande un certain nombre d'éléments, elle crée du coup en interne des modes d'organisation. C'est très lié les deux. Et cette question de la co-responsabilité RH, alors c'est-à-dire pour nous accepter qu'on n'est pas responsable de tout, et de savoir le dire et de revendiquer qu'on n'est pas responsable de tout, mais par contre que d'autres sont responsables avec nous des conditions dans lesquelles on met nos professionnels et nos salariés. Et quand l'employeur, quand les tutelles nous disent vous n'arrivez pas à tenir vos équipes, vous avez un problème de politique RH, très bien, discutons de notre politique, vous et moi, RH, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les salariés? Donc on a un propos autour de ça et quelques préconisations que je détaille pas tout de suite, mais en tout cas je voulais en profiter. Et ça peut peut-être faire évoluer aussi la réflexion sur les modalités de pilotage du contrat pendant la période, autrement que sur de seuls indicateurs, comme doit le faire une multinationale avec SAP, et finalement ça devient la finalité. Mais là-dessus, on a des outils, je te rejoins Anne-Claire, on a des outils pour évaluer ce qu'on fait. Ouais. Un projet pédagogique, pour ceux qui l'ont réalisé, je prends cet outil-là, pour évaluer un projet pédagogique, on fait des conseils, puis on fait un compte-rendu des conseils avec les enfants, les animateurs, ils sont ensemble. Puis des fois, on va aussi prendre les dessins d'enfants qu'on va afficher, puis on va voir comment ça réagit chez les parents, qu'est-ce que les parents disent du coup de ces dessins d'enfants. Et puis quand on fait de la culture, on voit comment le public réagit, on va faire tel type de spectacle, on va voir si à l'issue de la pratique théâtrale qu'on va avoir tel ou tel public, qu'est-ce qui ressort de cette pratique théâtrale? Comment est-ce que vous voulez faire rentrer ça dans un tableau? C'est impossible. Donc on a quelque chose à vraiment revendiquer effectivement de notre façon d'évaluer notre activité et en quoi c'est pertinent, parce que c'est en lien avec ce qu'on fait et pas avec d'autres choses. Et ces modalités sont cohérentes et des éléments de valorisation du fond du travail au-delà du quantitatif, Anne-Claire. Oui, j'étais là à un moment donné quand Robert parlait de sa structure et qu'il disait « j'ai investi dans la formation de mes cadres et je les ai formés au DES-GEPS ». Mais Robert, il est comme moi. Quand on est directeur d'une association d'éducation populaire et qu'on est sur tous les fronts, qu'on se lève tôt le matin et qu'on part tard le soir, quand on nous regarde, quand nos familles nous regardent, quand on doit caler un déjeuner avec des potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ça devient un peu impossible. C'est un métier impossible. Et je crois que l'image aussi renvoyée du directeur de cette association d'éducation populaire, je pense que beaucoup dans la salle se reconnaissent, fait que nous devons effectivement travailler de nouvelles formes, de nouvelles façons aussi de déléguer, de considérer aussi la gestion administrative en la mettant peut-être un petit peu plus à distance et en retravaillant d'autres modalités aussi, avec ceux qui souvent nous financent, mais ceux aussi qui contractualisent avec nous une politique publique pour que les dessins d'enfants dont tu parles, la discussion d'échange avec les publics soit effectivement reconnue, et je crois que c'est possible. Certains d'entre nous le font, donc je crois qu'il y a du coup cette image que nous renvoyons. Il y a aussi des choses qui sont liées à cette posture de l'éducation populaire. Alors, il y a un terme qui n'a pas été évoqué, mais que je revendiquais et que je revendique encore, sur la permanence, vous savez, le permanent de l'éducation populaire. Moi, j'en viens, je suis un pur produit permanent de l'éducation populaire. C'est quoi, en fait? C'est d'avoir toujours en tête, c'est toujours avoir à l'esprit ce levier d'action politique, en fait. C'est ça, le permanent de l'éducation populaire. Mais il y a des modes d'action qui fait qu'à des endroits, on veut être partout à la fois ou être sur tous les fronts. Et puis à d'autres endroits, on peut lâcher, déléguer, organiser les choses autrement. Et là, on peut reparler du management. C'est pour ça que je
je veux bien qu'on en parle. Donc ces dimensions-là aujourd'hui font qu'effectivement, et je me mets dedans, nous faisons peur à un certain nombre un certain nombre de DES GEPS là que tu as dans ton équipe et qui te regardent en faire, se dire le jour où il part en retraite, celui-là, il en faudra 3 pour le remplacer, quoi. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi une question identité du rapport au travail qui est le nôtre, qui est effectivement très partagé avec une communauté souvent de militants, de bénévoles, sur des temps effectivement plutôt de vie personnelle, qu'il faut qu'effectivement on apprenne à aménager autrement. Et ça, c'est un effet de l'attractivité dans nos structures, parce qu'effectivement, il y a une demande effectivement de retrouver du temps personnel, une demande aussi de militer par ailleurs, une demande aussi de pouvoir s'occuper de ses enfants, de ses projets. Donc je crois que ça, c'est effectivement à entendre du côté de notre accompagnement et de la formation des cadres. Du côté de la formation des cadres aussi, il y a une dimension, je trouve, et tu y fais écho là, Evan, mais il y a aussi un surajout de la responsabilité qu'on partage avec une gouvernance souvent d'un conseil d'administration. Et du coup, il faut éclairer aussi les questions de pouvoir d'un côté et de responsabilité de l'autre. Et je crois que ça, c'est très présent dans nos métiers de la cohésion sociale, parce qu'effectivement, nous avons une action vers, mais aussi une action pour. Volontariste, une action pour qui peut être aussi une action d'emprise. Donc il faut aussi toujours travailler cette question de la distance pour effectivement que ce pouvoir soit bien un pouvoir d'agir des autres, que nous accompagnons, que nous entraînons, et pas un pouvoir sur l'autre. Ça, c'est toujours à mettre au travail. C'est une question difficile. C'est pour ça que je disais qu'il y a des dimensions de développement personnel qui sont utilement reprises dans les processus de formation, qui nous permettent effectivement de travailler cette dimension de la responsabilité d'aujourd'hui d'un dirigeant, que ce soit un président ou que ce soit un élu du conseil d'administration avec une vice-présidence. On la partage, on la délègue, et comment on la délègue, tout ça, ce sont des processus qui sont effectivement complexes, mais très intéressants à travailler pour effectivement fabriquer du pouvoir d'agir des autres. Patrick, souhaitait réagir ? Oui, sur la question de ce qu'évoquait Evan, sur la bonne compréhension, en gros, par nos partenaires des actions menées, et donc sur la question de l'évaluation, en gros, de ce que nous portons. Si le FONGEP gère des dispositifs, de temps en temps, il s'autorise aussi à penser. Et en 2017, les membres du collège associatif du FONGEP ont réagi de manière assez vive à une tentative qui était intéressante de mise en œuvre d'un travail sur les modèles économiques des associations de jeunesse. Alors, un grand cabinet bien connu que je ne citerai pas, qui en plus est le commissaire aux comptes du FONGEP, avec lequel ça se passe extrêmement bien, mais ce qu'on a pu voir sur ces modèles économiques, c'est qu'on tentait d'appliquer à nos associations de jeunesse et d'éducation populaire des modèles économiques qui étaient ceux de l'entreprise privée, marchande, capitalistique, quoi. Ça amenait des éléments de description, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce travail qui a été mené, mais on s'est dit, c'est pas possible, ce n'est pas nous, quoi. Ça ne nous ressemble pas, et on est incapable de se décrire si on projette ces typologies-là. Donc je vais vite sur le sujet. Nous avons mobilisé à l'époque 4 équipes de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé sur ces questions de modèles socio-économiques avec des associations. Alors avec des groupes d'associations, d'un côté des réseaux associatifs, de l'autre des associations locales, là un territoire singulier pour voir comment pouvaient fonctionner les coopérations. Mais par rapport à cette question de modèles socio-économiques, donc on a à peu près atterri, on n'est pas tous d'accord encore pour employer cette terminologie-là, mais c'est pas trop, on n'en est pas très loin. Peut-être 2 éléments qui interrogent très directement les questions d'évaluation. La première chose, c'est qu'il y a une équipe de la Fondation pour la Maison des Sciences de l'Homme avec Jean-Louis Laville pour ne pas le nommer, qui a notamment cherché à travailler des typologies de ce qu'étaient nos associations, parce que la singularité de nos modèles socio-économiques, c'est que au niveau des ressources et des richesses, dans nos richesses humaines, il y a certes des salariés, mais il y a aussi des bénévoles, et ça n'existe pas dans l'entreprise privée capitalistique. Et si on ne considère pas le bénévolat dans nos organisations, on passe à côté d'une partie importante de notre réalité et de notre rôle en même temps. Et
Et la deuxième chose, c'est aussi, au-delà d'un débat, je fais un petit clin d'œil à mes camarades, fort intéressant qu'on a pu avoir hier soir entre le conventionnement versus la commande publique, sur lesquels on aurait pu terminer au petit matin, je pense, en continuant nos désaccords. C'est pas tant le mode de contractualisation qui se joue, mais la manière dont est régulée cette contractualisation. Donc là, on a, notamment avec les équipes de Jean-Louis, un travail qui a été approfondi. Anne-Claire y a participé en l'occurrence avec d'autres réseaux associatifs. Essayer de définir quelles pouvaient être ces régulations. Est-ce qu'on est sur des formes de régulation qu'on dit tutélaires ? En gros, la tutelle décide. Que ça soit un marché public ou une convention, c'est en gros qui paye décide, pour résumer un peu rapidement, ou est-ce qu'on est sur des formes qui sont beaucoup plus négociées ? C'est-à-dire qu'on voit bien dans les échanges qu'on a pu avoir, et on pourra les continuer, il y a des délégations de services publics, il y a des marchés publics dans lesquels il y a des vrais échanges entre le donneur d'ordre et le partenaire. C'est aussi le principe même de la convention, mais ça veut dire qu'il faut aussi trouver les espaces, c'est ce qu'évoquait Evan, c'est quand est-ce qu'on va faire une visite commune avec le maire de ces dessins qui ont été produits pour donner à voir ce qu'on a travaillé sur le fond. Donc la question de s'approprier collectivement l'évaluation entre parties prenantes qui sont à la fois, bien évidemment, les associations qui portent les actions, les collectivités ou l'État qui les soutient et les finance, mais aussi directement nos équipes, à un moment, à l'interne, est un enjeu extrêmement fort pour notre secteur. Et je pense que ça permet aussi, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'attractivité, c'est à quel endroit, à quel moment dans nos organisations, nous mettons en capacité nos professionnels d'évaluer l'action menée. Où est-ce que ça se délibère chez nous, ça ? Je pense que c'est un élément qui est aussi assez important, et si on se revendique de l'éducation populaire, on se doit, à mon avis, de le travailler, de le mettre en œuvre. Dernier point sur l'évaluation. Autre labo, autre regard. On avait mobilisé un laboratoire qui s'appelle Athémis, qui lui a la singularité d'être, on travaille beaucoup avec des sociologues, ça serait courant chez nous, d'être plutôt composé d'économistes et d'ergonomes. Et eux, ils ont travaillé un point qui est, on l'évoquait tout à l'heure, l'évaluation quantitative, le tableur, l'évaluation chiffrée, combien de kilos jeunes vous avez accueillis. Ils nous ont dit, ça ok, vous êtes en permanence à devoir répondre à des mesures de conformité. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous avez fait ce qu'on attend de vous ? Voilà. On a signé un marché, on a signé une convention, coché les cases, vous en avez accueilli 90 au lieu de 100, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Ça ok, on le fait tous, mais est-ce que ça dit en profondeur notre capacité à avoir mis en œuvre ou pas notre projet d'éducation populaire ? Ce que nous proposait Athémis, c'est de dire comment est-ce que vous passez dans des logiques d'évaluation révélatrices, c'est-à-dire autour de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait émerger ? Qu'est-ce qu'on a fait émerger en termes de parcours ? Est-ce que d'avoir effectivement envoyé des jeunes en colo, d'avoir essayé de faire un stage, est-ce que ça a permis de déclencher des parcours ? Qu'est-ce que ça crée comme vie dans la ville, le village qui les a accueillis durant un été, etc. Et ces choses-là, on ne les regarde jamais si on est simplement dans une logique d'évaluation en conformité. Alors je vous fais ça en 5 minutes, c'est extrêmement frustrant. Vous dire simplement par rapport à ça, il y a 2 choses. On a sorti une petite synthèse de ces travaux-là qui est disponible librement téléchargeable sur le site du FONGEP. Ouais. Et pour les gens qui veulent creuser plus, il y a un livre qui est sorti à la documentation française sur les modèles socio-économiques associatifs sous la direction de Mathilde Renaud-Tinacci de l'INJEP. Voilà. Alors très intéressant, juste une réflexion Patrick sur le sujet. En termes de stratégie, plutôt que de remettre en cause le principe de l'évaluation, de dire soit on sait faire cette évaluation et on vous propose quelque chose pour aller plus loin et valoriser. De fait, ce serait une meilleure valorisation de votre travail. C'est pas une non-acceptation du principe de l'évaluation, c'est juste aller plus loin et ça valorise ce que vous êtes. Evan ? Moi, je continue. Je continue parce qu'on a une préconisation qui prône le renouvellement des modes d'évaluation de l'utilité sociale. On a une préco qui est juste là-dessus. De l'utilité sociale, pas de l'impact. Pas de quand j'ai fait ça, voilà la conséquence directe de ce que j'ai fait. Ça n'a pas de sens dans notre mission. C'est un élément, ce n'est qu'un des éléments. Dans l'évaluation de l'utilité sociale, on a tout ce que tu viens de dire. Donc du coup, tu m'as presque dit à l'avance ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant dans l'évaluation, tapis rouge, ça. Mais en fait, c'est dans la question de l'organisation du travail. Elle est aussi importante que l'action réalisée et surtout l'action qu'on réalise. C'est pas un service. On vend pas de service.
On n'est pas dans une économie du service. Enfin, moi, je pense sincèrement qu'il faut faire attention à ça. Une économie du service, on marchandise, c'est-à-dire qu'on normalise le service qu'on rend. On le fait rentrer dans les mêmes cases pour qu'il ait une valeur économique qui soit la même partout. Nous, la valeur, elle se crée au contact des personnes. C'est en fonction des personnes que j'ai en face de moi, ce qui va être créé est différent. Donc du coup, il y a une nouvelle valeur qui se crée, et c'est ça, et donc je pense que c'est le terme qu'ils utilisent, je vais révéler la valeur de ce qui a été produit quand il s'est passé ça avec ces publics-là. Et c'est quand même un peu différent, parce que du coup, si on prône ça, eh ben, on ne peut pas être marchandisé, je le dis parce que souvent on nous a dit en commission, il y a une marchandisation du secteur, etc. Bah oui, mais autant dire, c'est quoi la marchandisation ? C'est quand on accepte de conformer exactement ce qu'on fait et de le vendre quoi qu'il arrive. Si on ne se met pas là-dedans, du coup on révèle effectivement les organisations de travail, le contact. Et moi, je dirais, c'est les professionnels qui participent de la codétermination de ce que doit être l'organisation du travail, l'employeur ou l'employeuse, ou en tout cas la fonction employeur, donc à la fois les dirigeants, les encadrants, les conseils d'administration, et les publics, du coup. Parce qu'ils participent aussi de l'organisation du travail. Et ils le vivent, ils le ressentent, et ils ont quelque chose à dire de ça. Et ils ont sans doute des choses à nous... Enfin, je sais pas, pour moi, je suis animateur, ça m'est arrivé déjà qu'on nous renvoie que soit on est absent, soit on prend trop de pauses, soit on mange pas trop lentement, pas trop vite. Enfin bref, ils nous renvoient bien quelque chose de comment est-ce qu'on s'organise nous-mêmes pour travailler au quotidien. Donc, ils ont quand même quelque chose à dire, c'est intéressant, et puis on peut les valoriser aussi là-dedans, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, ça nous a amené à réfléchir à la notion de dialogue. Je pense que vous avez parlé de dialogue social. Je ne vois pas comment vous n'auriez pas pu parler de dialogue social. Un petit peu quand même. Voilà. Ouais. Je vous rassure, Evan. Nous, on est parti sur l'idée qu'il y avait aussi un dialogue professionnel à avoir. Qu'il y avait deux choses à conjuguer. C'est pour ça qu'on est encore sur l'idée qu'il n'y a pas que les questions d'emploi et de formation. Donc il n'y a pas que le dialogue social, il n'y a pas que la négociation sociale qui est en jeu. C'est le dialogue professionnel qui reconnaît une expertise aux professionnels de quelque chose qui se passe dans leur structure. Ils savent, ils sentent, ils connaissent, ils n'ont peut-être pas toutes les réponses, mais ils savent quelque chose qu'il faut pouvoir jouer. Et donc pour ça, on a, et je le dis là, à la suite de ce qu'Exopé a signé, comme d'autres fédérations, on s'est appuyé sur l'appel des employeurs engagés qui dit il faut une citoyenneté économique des salariés. Si ce n'est qu'on n'appelle pas juste à la prise d'initiative, nous on appellera les pouvoirs publics à réglementer la participation des professionnels aux espaces décisionnels, les conseils d'administration. Cette question-là, elle est posée dans le champ lucratif. Les grosses entreprises, les gros patrons se disent il faut que nos professionnels participent avec nous de la décision stratégique de l'organisation. C'est-à-dire que quand j'ai 5... À Total, il y a des salariés au conseil d'administration. Alors ça n'empêche pas Total de faire des bêtises, hein, bien sûr. Mais enfin, du coup, concrètement, quand même, les professionnels ont un poids, ont de l'information, font peser, apportent des choses, etc. Nous, c'est notre cœur de réflexion. Et pourtant, on n'a rien qui nous y oblige, on a des incitations. On s'y incite, on s'auto-incite autant qu'on a des incitations. Certains le font, vraiment je le dis, certains le font. Il y en a une partie quand même qui ne le fait pas ou qui ne le fait plus. Aussi parce qu'il y a une question de, oui mais est-ce que les salariés ont le droit de participer au CA des associations ? La loi ne l'interdit pas. La loi n'interdit pas la participation des salariés à nos CA. Ce qu'elle réglemente, c'est le fait qu'ils ne soient pas majoritaires, que ce ne soit pas eux qui décident de la visée de l'association. Sinon, ce n'est plus une question désintéressée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'être présents. Donc on a aussi nous-mêmes des questions à réfléchir. En tout cas, le CESE, enfin c'est pas moi, hein, la commission et le CESE a dit il faut réglementer et il faut inscrire, organiser durablement la présence des professionnels là-dedans. Et il faut que nos espaces de discussion sur la question d'organisation du travail soient, les questions des CSE, logiquement, c'est une question de partenaires sociaux, c'est une question... Mais il faut aussi que ce soit via des espaces de discussion sur le projet de fonctionnement. Dans d'autres champs, et c'était l'intérêt de cet avis-là, dans d'autres champs, et dans l'échelle-là, on a ce qu'on appelle les CVS. Alors les CVS, pour une partie, je regarde mes collègues qui sont devant, on a une partie de nos adhérents qui nous disent c'est super, mais enfin c'est lourd, c'est relou, ou d'autres qui disent c'est super trop bien, du coup les résidents ils ont quelque chose à dire, ils peuvent dire quelque chose, on a nos partenaires qui sont présents, on a nos professionnels qui disent quelque chose, et du coup on co-construit avec eux le projet de fonctionnement. Et c'est poser une question spécifiquement sur les accueils collectifs de mineurs. C'est aujourd'hui comment sont associés de façon durable les usagers et les familles et les professionnels à l'organisation du projet de fonctionnement de l'accueil collectif de mineurs. Et ça, c'est une question qui a été posée et qui a été posée de façon assez forte au sein de la commission. Donc il y a un appel à réfléchir aussi là-dessus pour pouvoir conjuguer, pour dépasser seulement la question sociale,
la négociation sociale, pour aller à côté, c'est-à-dire qu'il faut la faire, mais il faut à côté une autre forme de dialogue, et pour ne pas se restreindre à seulement la question pédagogique, c'est-à-dire la relation que vous avez avec les enfants, mais aussi comment, dans quel cadre en fait on va pouvoir l'organiser, et il faut que ce soit pensé pérenne. Dans les cadres des assises de l'animation, vous avez vu Sarah Larry, mais il y avait l'idée que ça y est, les directeurs périscolaires, enfin les directions périscolaires vont pouvoir échanger avec les directeurs d'école, vont être intégrés au conseil d'école. C'est hyper intéressant, mais ça ne veut pas dire que pour les autres accueils collectifs de mineurs qui ne sont pas forcément toujours en lien d'ailleurs avec les écoles, ou alors c'est plusieurs écoles, etc. Bref, ils ont eux-mêmes cet espace de discussion et de lien avec les familles au quotidien. Elles ont aussi quelque chose à dire du fonctionnement, et il faut qu'on leur laisse la possibilité de le dire pour que la discussion avec les personnes concernées ne se soit pas juste à la porte de l'accueil de loisirs, mais aussi dans l'accueil de loisirs. Alors Evan, c'est important et puissant comme levier, parce que vous évoquiez le fait que le champ de l'entreprise privée, les boîtes du CAC 40 ont déjà dans leur CA des représentations des salariés. La tendance, elle est plutôt... Alors la loi Pacte a été jugée timide, mais la tendance, elle est à les renforcer, y compris pour les boîtes les plus avancées, à, je fais un parallèle, l'étendre à leur écosystème, ou ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc on ne peut pas, quand on a le projet social et sociétal, qui est celui d'éducation populaire, ne pas avancer naturellement dans ce genre de dynamique. En tout cas, nous, on pousse pour que ce soit dans tous les secteurs poussé à ce niveau-là. Voilà, donc ici, dans cette salle-là, mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés par la vie, on pousse pour que ce soit systématique. Et c'est sans doute une belle porte pour pouvoir renouveler, c'est-à-dire que si on veut sortir de la crise dans laquelle on est, il faut se parler. Il faut se parler du travail, il faut se parler de qu'est-ce qu'on fait, il faut se parler de comment on le fait, il faut se parler de comment c'est compliqué quand je suis encadrant. Ok, vous me dites les équipes que je fais pas bien mon job, mais est-ce que j'ai le temps de vous raconter mon dernier rendez-vous partenarial ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se reparler de tout ça ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des précos qui peuvent paraître dire oh là là, on va encore discuter. Bah oui, bah justement, c'est maintenant qu'il faut discuter et sortir le nez de nos tableurs, parce qu'en fait, sinon, si on reste le nez dans nos tableurs, on continuera tout droit. Enfin, c'est comme quand on vous dit à la sécurité routière, ne regardez pas votre téléphone en conduisant. Vous conduisez ou vous regardez votre téléphone. Donc ne regardez pas votre ordinateur en faisant de l'éducation. Olivier Philippe, alors ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue avec les parties prenantes se fait dans les organisations. Il y a une autre dimension du dialogue qui est un autre dialogue professionnel. Je reviens à notre enjeu d'attractivité. Il peut être aussi sur la représentation territoriale des métiers. Et je pense à des initiatives que vous avez pu accompagner, le fait de travailler avec des acteurs, des prescripteurs sur le sujet. J'ai en tête, par exemple, un exemple de Vie ma vie que vous aviez imaginé, alors je ne sais pas avec quelle branche. Alors, c'est vrai que l'attractivité des métiers, elle commence aussi par savoir ce qu'est le métier et comment le vendre, si j'ose dire, comment en parler. Nous, en tant qu'OPCO, on n'a pas une vocation à parler directement, ou en tout cas, ce n'est pas le cœur de notre action, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. En revanche, une de nos missions, c'est clairement, je dirais, de faire infuser dans tout le service de l'emploi, de démythifier des métiers qui sont mal connus, en plus avec des certifications qui ne veulent rien dire, avec plein de lettres. Tout ce qu'on s'est dit avant. Tout ce qu'on s'est dit avant. C'est affreux. Moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai l'impression d'avoir une grille de tirage de lettres complètement aléatoires. Bon. L'algorithme ne te ferait pas mieux, c'est vrai. Bon. Donc c'est assez surprenant. Et je me mets à la place d'un conseiller Pôle emploi, d'un conseiller en mission locale. Il peut être un peu déstabilisé. Alors, c'est là où on peut nous intervenir et là où on a eu quelques expérimentations qu'on cherche maintenant à déployer à travers une première expérimentation qui a été faite sur une région magnifique. C'est bien sûr pas David qui va me dire le contraire puisqu'il s'agit de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Oui, je suis d'accord. Où notre délégué territorial a pris langue avec Pôle emploi pour organiser. Alors, ce n'était pas ici sur le champ d'éclat, mais ça peut parfaitement être reproduit. Ça peut inspirer, hein, voilà. C'est permettre donc à ces conseillers, à travers une immersion de quelques heures, quelques journées, de voir quelle est très concrètement la journée d'une personne. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne suffit pas de claquer les doigts. Oui.
il y a d'une part la disponibilité à aller rechercher auprès de ces collaborateurs du service public de l'emploi qui sont aussi charrettes que chacun d'entre nous, mais aussi cette capacité pour les employeurs du champ à se dégager dans un contexte qui est déjà aussi très contraint pour eux des temps d'accompagnement. Et au-delà, je dirais de préparer aussi les salariés qui vont être mis en contact de ces conseillers à bien parler de leur métier, parce que c'est pas, ils n'ont pas nécessairement l'habitude. Très souvent, ce qui m'a été dit, c'est que même ils ont un positionnement souvent assez modeste par rapport à ce qu'il faut. Ils ne savent pas trop valoriser. Puis quand on est un peu français, donc quand on nous demande notre avis, on commence par dire pas nécessairement le positif. Donc il faut savoir aussi mettre ça en place. Donc c'est ça qui a été travaillé et qui va faire l'objet d'une expérimentation plus large, puisque le conseil régional de BFC, auquel nous avions répondu à un appel à projet justement sur le type d'expérimentation, a donné suite à notre proposition, ce qui va nous permettre de dédier une ressource en interne pour justement créer cette espèce de vivier à la fois d'entreprises et de professionnels qui pourront accueillir ces conseillers Pôle emploi et missions locales. On est en train aussi, sur cette partie de la région Occitanie, qui a historiquement un dispositif qui s'appelle Tandem. Cette vocation à essayer de trouver des associations qui prennent le temps, perdent de temps à gagner, je dirais, parce que on ne peut pas à la fois se dire c'est compliqué d'attirer des jeunes parmi nous, et puis de ne pas chercher de temps en temps à y consacrer un peu de temps. Mais je pense que dans l'éducation populaire, ça parle, ce genre d'investissement de temps pour. Oui, mais c'est envisageable. On l'entend, tout le monde étant déjà à 120% de ses capacités, parfois le 5% complémentaire pour s'ouvrir, c'est pas évident. 125, quelqu'un dit plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, notre mission de cause s'inscrit dans ce genre d'expérimentation. Il faut savoir que pas plus tard que demain, nous, on a un conseil d'administration qui va normalement, qui aura à se prononcer sur la création d'une instance paritaire spécifique sur l'attractivité des métiers, qui prouve que le sujet il est vraiment pris à bras-le-corps par, je dirais, les deux côtés de la table, à la fois la partie OS et la partie OP. Donc, qui va travailler à la fois sur cette acclimatation, cette vulgarisation de ce que sont nos métiers, qui va aussi utiliser les moyens d'observation, notamment le fameux baromètre dont on dispose pour produire de la donnée, et aussi affirmer la présence d'uniformation et des branches que nous représentons dans différents salons et autres pour essayer d'être aussi le plus au contact avec les jeunes. Et avec l'intérêt de cette logique expérimentale, c'est que vous baillez tout le territoire, y compris l'outre-mer, ce qui est aussi un levier d'action pour les branches. C'est clair, puisque dans l'ADN d'uniformation, et ce qui a été pour nous pas du tout un challenge lors de la dernière réforme, c'est bien cette implantation territoriale réelle, y compris en effet, vous le dites, dans les DOM, où ce n'est pas simplement une belle adresse sur un papier Bristol que nous avons, mais bien des équipes. Il y a des gens sur place. Absolument, y compris, et je sais que je sais que notre vice-président veut en avoir la confirmation par un voyage itinérant qu'il souhaiterait accomplir pour être dans le cœur du sujet. Oui, chez nous, on a 6 personnes à la Réunion. On est le 2e plus gros OPCO, je pense, en la matière. Donc, les personnes en Guyane, en Martinique, à la Réunion, et bien sûr dans toutes les régions métropolitaines, où il est important, vis-à-vis à la fois des exécutifs régionaux, mais aussi des acteurs de l'emploi, de s'acclimater. Donc il y a des relais. Il y a des relais pour faire. Oui. Et puis dans le paysage, il va y avoir matière expérimentée. Pensons aussi à la découverte des métiers, l'option à partir de la 5e. Oui. Ça va quand même être aussi le moyen de mettre un pied dans pas mal d'établissements.
c'est autant de leviers d'action pour parler des métiers. C'est pour ça qu'on lance aussi un chantier avec Uniformation sur la cartographie un peu plus précise des métiers. Ouais. Alors des métiers d'aujourd'hui, ça on est déjà au travail. Je pense que ça intéresse aussi Exopé parce qu'on est aussi sur un nouveau dispositif là qui est lié à Planète Anime. On va reprendre Planète Anime. Donc l'idée c'est aussi de référencer les offres d'emploi du secteur, mais aussi les métiers, c'est aussi les offres de formation, les compétences associées. Donc, comment être dans un écosystème là sur un site internet pour effectivement référencer tout ça. Et de ça, on a besoin effectivement de retoiletter un peu la carte des métiers qui sont les nôtres. Et là, vraiment dans une logique aussi éclat, mais aussi dans une logique interbranche sans doute. Et puis, vous l'avez cité, la dimension d'observatoire. La dimension d'observatoire et de veille, notamment pour nous entraîner à réfléchir les métiers de demain, mais surtout aussi les passerelles. Les passerelles qu'on peut faire aussi quand on dit parcours professionnel. Voilà, j'étais dans une crèche hier. Est-ce que je peux demain aller travailler dans l'animation et vice-versa? Bon, il y a aussi cette dimension un peu réflexive sur les passerelles et les stratégies, effectivement, pour accompagner les métiers de la cohésion sociale, mais surtout les personnes dans leur parcours de vie. Et leur changement et leur transformation, parce que ça aussi c'est une réalité, on signe plus pour un métier à vie, donc c'est aussi important d'avoir les repérages un peu plus fins et aussi prospectifs de ce que vont être nos métiers aussi demain, et ça c'est aussi un travail important qui est mené. C'est une autre dimension de l'attractivité. Je propose qu'on passe la parole à la salle, puisqu'on va arriver au terme de notre table ronde, réflexion, partage, interrogation. Vous avez le droit de ne pas en avoir, ce qui est presque une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que vous avez exploré le sujet, on a été d'une clarté. Exhaustivité, c'est beaucoup. Mot de la fin, réflexion, qui a quelque chose à ajouter avant qu'on passe la parole à David pour finir. Je rappelle que vous avez des petites choses. Pour ceux qui ont des valises à roulettes, un peu de temps et surtout... envie de se nourrir, vous avez à disposition la vie. Vous avez à disposition la vie, je le dis aussi à chaque fois, mais la vie, c'est le CESE qui l'a produit, mais c'est d'abord à partir de paroles de professionnels de vos organisations, sans doute d'encadrants, j'en reconnais certains dans la salle qui ont participé à la construction de la vie. Donc vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez tout à fait nous interpeller. Moi, je vais quand même finir sur un terme qu'on n'a pas utilisé, en fait, alors qu'on l'a dit en préparation. C'est une erreur, Evan. J'ai honte. Non, mais c'est pas grave. Mais en préparation, on a dit la notion de marque employeur ou marque secteur. Ah, moi j'aime bien. Ça, c'est un terme qui, à titre personnel, je peux vous assurer que je me considère plutôt comme militant éducation populaire avec plein de pratiques professionnelles, tout ça. Mais alors, le terme de marque employeur m'a fait bizarre la première fois. On m'a dit oui, mais en fait votre problème c'est que vous n'avez pas de marque employeur, quoi. Puis en plus c'est envoyé comme ça, c'est jeté, c'est hop, remballe ça et rentre chez toi, quoi. Mais en même temps, une fois qu'on est rentré là-dedans, c'était pas inintéressant. Alors peut-être pas la marque employeur parce qu'on est tellement de petits employeurs. On n'est pas comme un gros groupe. Et marque employeur avec un S à employeur. Et du coup c'est un marque soit employeur soit marque secteur. Mais globalement, c'est quoi l'image ce qu'on a discuté, c'est comment est-on perçu depuis l'extérieur, quelles sont nos actions pour être perçus plus positivement. Mais il y a un gros défaut, c'est que plus on fait ces actions de communication à l'extérieur, et plus il faut être exigeant en interne. Et l'incohérence entre ce qu'on propage à l'extérieur, c'est pour ça que je disais que c'est pas tant est-ce que nos organisations sont d'utilité sociale. Moi je suis convaincu et je pense qu'elles sont repérées comme telles. Je pense qu'on repère effectivement que ce sont de nos espaces, sont riches de sens, il s'y passe des choses chouettes. Mais plus c'est incohérent entre le message véhiculé et les réalités de travail dans le secteur, et plus la marque secteur est défaillante, ou en tout cas elle produit des contre-résultats. Donc je vais juste finir là-dessus en disant moi j'ai trouvé que c'était un bon moyen d'y réfléchir. Patrick, il faut travailler les deux. Au passage, demain, Figaro et Poca publieront le classement des entreprises les plus attractives. Les entreprises le font. Vous devez exister. Et simplement, marque employeur, on peut rajouter un S et on vend les employeurs de ces métiers.
Peut-être pour un petit mot pour terminer et sans dévoiler bien évidemment les résultats de la nouvelle enquête Exopé Fongep sur les difficultés de recrutement cher David. On a quand même reposé une question sur les causes bien évidemment, et un des éléments qui ressort par rapport à l'ensemble de nos échanges, c'est qu'aujourd'hui la question n'est pas celle, et on va le redire, de l'engagement demandé en lien avec le sens. Ça, c'est pas une cause majeure. En gros, voilà, les professionnels se jugent en capacité, et les employeurs en capacité d'avoir des professionnels suffisamment engagés par rapport au sens, mais on est bien plutôt sur les causes qu'on avait déjà identifiées de moyens. Et pour revenir au FONGEP, je dis que le FONGEP est notamment né de l'accompagnement de la professionnalisation de notre secteur. Nous explorons actuellement les enjeux de l'accompagnement des associations face aux grandes transitions, aux grandes ruptures que nous subissons, vivons, ou en tout cas devons mettre en œuvre à la fois à l'interne de nos organisations, mais avec les publics. C'est l'enjeu d'un cycle de rencontres Progep. On en a une par mois, là. On a fait la première sur la transition numérique, c'était lundi, et on se retrouvera en novembre pour parler des questions de la transition écologique, et en décembre pour les questions de la transition démocratique. Alors vous avez la petite liste du programme, tout est en ligne, tout est diffusé. Je pense que ça donne aussi des pistes de réflexion, mais à travers ça, ce que je veux dire, c'est qu'il va nous falloir des financements publics, il va nous falloir des moyens, et les enjeux pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont exactement les mêmes que pour les entreprises privées et marchandes. C'est-à-dire que si on doit changer nos flottes de véhicules à un moment pour avoir des transports plus vertueux des enfants, si on doit transformer nos bâtiments pour qu'ils ne soient plus des passoires thermiques, parce qu'on a beaucoup de legs, il va nous falloir collectivement des moyens. Je pense qu'il ne faut pas qu'en tant qu'employeur de notre secteur, nous ayons honte de demander aussi cette capacité à transformer structurellement notre secteur pour faire face aux transitions qui s'imposent à nous. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci Patrick. Alors je voudrais remercier Anne-Claire, tu voulais ? Non ? Peut-être pour ne pas conclure, Fabien, mais peut-être ça éclaire un petit peu les questions qui étaient effectivement travaillées dans les ateliers de cet après-midi. Peut-être dire quand même 2 mots sur ce qu'on va en faire. Donc, vous avez vu, le sujet est complexe, il est vaste. On a pris en note l'ensemble de vos contributions, j'espère de vos propositions les plus sensées. Et nous allons du coup nous remettre au travail, voilà, pour construire la feuille de route attractivité des métiers, évolution professionnelle. Moi, je voulais vous remercier tous et toutes, voilà, pour cette table ronde, mais aussi toutes vos participations qui contribuent bien sûr à résoudre une équation qui est quand même assez redoutable, compliquée, mais qui est aussi passionnante. Voilà. Donc, merci à vous. Merci Anne-Claire, merci Olivier Philippe, merci Patrick, merci Evan Jeanne-Rose. Un grand merci, un bravo à vous. Merci pour votre sympathie, votre accueil et votre engagement. Et je passe la parole sans plus tarder à David. Je crois qu'il a des résultats à vous annoncer. Il tente de conclure. C'est pas obligatoirement le moment plus facile parce que tout le monde a envie de partir, ce que je comprends. De dormir aussi, parce que la nuit fait courte. Je partage ça. Chers amis, chers camarades, ce fut un beau congrès. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir accueillis ici. On est extrêmement contents d'avoir pu organiser ce congrès dans cette MJC. C'était une première pour nous de choisir un lieu d'éducation populaire pour organiser un congrès. Et on ne le regrette pas un instant. Un très grand merci à Marnia, sa présidente, et à l'ensemble de l'équipe de la MJC. On peut les applaudir. Vu que je suis à une table ronde, je vais en profiter aussi pour saluer, parce que le travail qu'a présenté notamment Evan en tant que sur le rapport du CESE, j'ai l'impression qu'on y a participé un petit peu. Donc il était aussi essentiel qu'il puisse être là aussi, et c'est un travail de fond, je pense, qui va nous nourrir pendant les années à venir. Merci Patrick de ton intervention, toujours éclairée en tant que président du FONGEP, mais on sent bien quand même le petit côté MJC derrière, hein, ça ne se perd pas. Hein. Et il est parti, mais un grand merci à Olivier Philippe, le directeur général d'Uniformation, qui a bien accepté de venir. Bien que nous ayons demain un conseil d'administration assez long, c'est aussi pour ça que je crois que je vais avoir besoin de dormir. Et puis, Anne-Claire,
c'était ton premier congrès, bienvenue, c'était chouette. En tout cas, moi je suis ravi que tu aies rejoint l'équipe. Ce congrès et ce que tu en as fait, en tout cas pour cette journée d'aujourd'hui, prouve qu'on avait raison, que tu as eu raison de nous rejoindre. En fait, c'est plutôt comme ça, tu as eu raison de nous rejoindre. Merci beaucoup Anne-Claire. Bruno Clément-Ziza, il n'est pas là, mais quand même, il avait Bruno Clément-Ziza, oui. Bruno, il avait accepté de venir et c'était pas non plus obligatoirement compliqué. Bon, non, c'était pas simple, donc c'était complexe de venir. C'est pas obligatoirement un exercice facile pour un directeur de cabinet d'intervenir dans un congrès. Je le remercie d'avoir accepté, mais je regrette qu'il n'ait pas pu venir. Alors, on a un temps démocratique. Les résultats des élections, le suspense. Et oui, parce que nous changeons de conseil d'administration. Sont élus, après avoir été nominés, dans l'ordre alphabétique. Non. L'association Adélis, représentée par David Mazurel. L'association APEF de Bordeaux, je vais dire les régions aussi, représentée par François Marquet. Et donc Adélis, c'est à Nantes. L'association des CMEA de la Martinique, Fort-de-France. Oui, je vais y aller bientôt. Représentée par Frédéric Conteau. Le comité départemental UFOLEP du Loiret, représenté par Pierre Chevalier, à Olivet, dans le Loiret. La Confédération musicale de France, dont le siège est à Montrouge, représentée par Moustapha Boudjemaï. L'école de musique du pays mélois, à Mel, représentée par Rémi Potric. La Fédération française des écoles de cirque, dont le siège est à Montreuil. Comme quoi, il n'y a pas que la CGT à Montreuil. Représentée par Raphaël Vigier. Je ne vais pas parler des MJC, Dominique. Hein. La Fédération nationale des CMR à Nogent-sur-Marne, représentée par son directeur général Frédéric Thomas. Les Francas du Doubs à Montbéliard, représentés par Olivier Brasseur-Legris, son directeur général aussi. France Nature Environnement, représenté par Leïla Ayouch. Ça, je vais quand même le dire. Les mieux élus, France Nature Environnement, c'est un signe des temps aussi. Quand même, le signe que nous renvoyons à la protection de l'environnement. Pour les autres, vous ne saurez pas dans quel ordre ça a été fait. La Ligue de l'enseignement 94 avec Sandrine Louis, sa DRH, qui est là. La Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône, Marseille, et Françoise Manin, qui a été aussi élue. La MJC de Montrejeau, avec Fabien Guéné, qui a été élu. Vous êtes nombreux, hein. Ça va faire des frais, Céline. La MRJC, donc le MRJC, c'est à Pantin avec Anne Borantin. Donc là, on est dans la succession. Bienvenue, Anne. J'espère que tu respecteras moins que ton père. Ternelia à Annecy avec Denis Cap, l'UNAFO, et nous accueillerons Koudief Sidibé à notre conseil d'administration. L'Union nationale sportive Léo Lagrange, représentée par Vincent Séguéla. L'Union régionale des Francas d'Occitanie, donc Toulouse, représentée par Claudine Perrier. Et VVF, représentée par Frédéric Ezaoui. Voilà la liste et l'ensemble des 20 nouveaux élus au conseil d'administration. Bravo. Le temps des photos, là, c'est bon. Applaudissez-vous, parce que là, maintenant, on va se mettre au travail. Parce que c'est ça le rôle d'un nouveau CA, c'est à partir de ce que nous venons de faire pendant 2 jours, d'élaborer une feuille de route qui va permettre à notre organisation de franchir de nouvelles étapes. Donc, vous avez beaucoup bossé aujourd'hui. Il va falloir continuer. Il va falloir d'être toujours plus efficace dans les missions paritaires, dans les services que nous rendons aux adhérents, et de la promotion des intérêts des employeurs de l'EducPop tel qu'on le voit. Alors, je vais essayer de ne pas être long, parce que je pense qu'on a tous assez. Puis, le but, ça va bien être de revenir, comme l'a dit Anne-Claire, sur ce qu'on a fait aujourd'hui en atelier, sur ce qu'on a fait hier en atelier, et de le déployer après. Malgré tout, se redire un peu des choses. Nous sommes l'organisation des employeurs de l'éducation populaire. On l'affirme, on le revendique. Est-ce que nous sommes la seule, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes l'organisation des employeurs d'éducation populaire. Le redire dans ces termes-là ne vise pas à nous rassurer, ni même à nous glorifier, ce n'est pas le sujet, de quoi que ce soit, mais à définir précisément quelles tâches nous attendent en sortir de ce congrès dans un contexte qui reste difficile pour le camp de l'émancipation. On l'a déjà dit, mais je vais le redire. L'actualité internationale nous rappelle en effet que la démocratie et la citoyenneté, qui sont les valeurs portées comme objectif par l'ensemble de nos structures en soi, mais qu'on veut aussi faire
portés par les salariés, c'était le sujet de la citoyenneté économique, ne sont pas des acquis immuables. La guerre en Ukraine, bien entendu, j'en ai déjà parlé, mais je crois on ne peut pas s'y faire, dont l'agression du peuple par la nomenclatura de Poutine repose sur une négation du droit de ce peuple à disposer de lui-même, donc une négation de la citoyenneté, par principe. Comme Arimé est essentialisé dans sa slavité, qui ferait de lui, par nature, un vassal de Moscou. On ne voit pas bien pourquoi. Mais également la litanie des coups d'État en Afrique, la montée de l'extrême droite xénophobe et ethnocentrique en Europe, ou la persistance du trumpiste politique outre-Atlantique, et peut-être même un petit peu aussi du côté de chez nous. Sarah El-Haïry le disait ce matin, je ne partage pas toujours ce que dit le gouvernement, mais franchement, moi non plus, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'il y a 80 députés, ou peut-être un peu plus, du Front National. D'ailleurs, je dis toujours Front National, pas Rassemblement National. Je n'arrive pas à m'y faire. Un de nos amis, Jérôme Sadier, président de SS France, nous le rappelle toujours, il a raison, il faut bien l'avoir en tête, le Rassemblement National ou le Front National, vous direz comme vous le souhaiterez, n'a rien à voir avec la République. C'est un combat qu'on doit mener. En France, les développements de la crise sociale, politique, économique, approfondement le néolibéralisme qui est déployé depuis plusieurs décennies. Alors, sans doute, ça s'est accentué depuis quelques années. Ça produit ses effets, c'est assez compliqué. Ça délite les liens sociaux, il y a beaucoup d'individualisme et de chacun. On le constate dans les associations. L'association vient consommer, on se l'est dit, et c'est ce qui est remonté de ce qui est passé l'éducation populaire. On se le disait aussi, je crois, ce matin avec Jean-Pierre Fonder, quand on parlait de la rénovation des foyers de jeunes travailleurs avec des chambres très bien équipées, mais où parfois le collectif était complexe à refaire, et donc il y avait aussi un renfermement sur soi. C'est pas le cas partout, mais on peut le constater à certains endroits. Culture de la consommation, plutôt qu'une culture de l'émancipation, un sentiment persistant et pesant que les inégalités sociales sont devenues insupportables pour le commun. C'est ce que traduit le rapport que nous a présenté Evan tout à l'heure, dans un champ particulier, mais qui nous concerne tout particulièrement. Et finalement, reprenons pour nous cette idée de marque secteur pour que ce secteur soit un peu plus porteur d'égalité et d'avenir. Alors, quand on dit tout ça, ce sont des banalités, mais ce n'est pas un simple verbiage, hein. Et surtout pas un regret de ce qui s'est passé avant. La vie avance, c'est comme ça. Mais c'est le champ des contraintes dans lequel nous allons devoir déployer notre action dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser, parfois on le fait un peu trop, qu'autour de nous, il n'y a pas un monde. Autour de nous, il y a un monde. Il a des implications directes. On le voit bien, ce matin, Véronique nous l'a rappelé, attention, on va avoir du mal à payer les factures à la fin du mois, quoi. Donc c'est un monde complexe. Alors, on a besoin de renforcer les structures de l'éducation populaire. Dans ce cadre-là, il va falloir qu'on y travaille. Innover dans les champs d'activité que nous menons pour apporter notre pierre est importante à un ouvrage bien plus grand, qui est celui de réhabiliter les valeurs solidaires et démocratiques sous-jacentes à l'idéal républicain. C'est bien ce que nous souhaitons faire. On le fait comme étant l'objet de nos structures. Il faudra que nous soyons aussi des entreprises apprenantes pour qu'au sein de nos entreprises, nous soyons en capacité de porter encore plus fort ceci. La citoyenneté ne s'arrête pas quand on arrive dans l'entreprise. Elle doit y rentrer. C'est important pour nous dans nos associations. Articuler nos principes fondateurs dans les rapports sociaux en interne de nos entreprises associatives à but de citoyenneté. On l'a dit, je trouvais que la table ronde avec Hugues Vidor, Rémi Lourdel et puis Simon Cotin-Marc, c'était extrêmement intéressante hier. La question de savoir comment on est à but de citoyenneté, ça va aussi passer par l'écoute, mais je pense la capacité à recréer du militantisme parmi les salariés de l'ensemble des associations. On pense aux salariés, au militantisme des bénévoles, on pense au militantisme des gens qui nous rejoignent dans les combats que nous avons envie de mener. Je pense qu'il faudra aussi que nous travaillions ça, parce que nous sommes employeurs, à partir et avec l'ensemble des salariés qui œuvrent dans nos structures. Et puis, défricher des nouvelles pratiques du dialogue social, parce que tout n'est pas et ne se fait pas à la fois dans le dialogue social de branche, d'une part, mais pas non plus dans les IRP ou dans les CSE. Il faut qu'on imagine un dialogue professionnel, la CFDT le porte, mais je crois qu'on peut le reprendre à notre compte, qui soit une manière de mieux impliquer l'ensemble des parties prenantes d'une association, d'une entreprise associative, et donc les salariés. Et je parle de dialogue social professionnel pour éviter de parler de management de projet, parce que souvent le management de projet n'est que cosmétique. On doit aller plus loin que quelque chose qui relève du cosmétisme. Donc on va travailler à ça. Le dialogue professionnel, on va essayer de creuser pour savoir ce que c'est, et on va essayer de se demander en interne, on vous le proposera ensuite, de savoir comment ça peut se mettre en œuvre et en quoi véritablement ça nous permettra d'être meilleurs pour atteindre les objectifs que nous avons envie d'atteindre.
Projet qui est le nôtre, par nature collectif, nous devons également le construire grâce à notre ancrage dans les territoires. Il y a une super journée lundi. Alors, on n'a pas tout fait bien parce qu'on a pensé que vous saviez tout ce que c'était qu'un délégué territorial. A priori pas, ceci dit, nous pas non plus. Donc, on a une marge de progrès ensemble à travailler sur ce type de sujet. Ce n'est pas simplement un mot dans l'air du temps. Nos associations ont la particularité d'être présentes partout et dans de nombreux territoires. Elles sont à la fois, souvent, le premier employeur et le dernier acteur d'intérêt général subsistant quand les services publics ont déserté. Entre midi et deux, j'ai pas beaucoup traîné, et avec Vincent Seguela et Yann Renaud pour le CNAGEP, on a été rencontrer des élus. On a cette idée qu'il est important que nous parlions plus, mieux, plus souvent, régulièrement avec les élus de l'ensemble de notre territoire. Les élus locaux, dans les communes, les intercoms, les départements, les régions. Parce que même si on a un État qui régule, même si on a un État qui réglemente, tout ce que nous faisons se passe dans les territoires. Et je crois qu'on a eu plutôt un bon écho. Et aujourd'hui, donc, de manière un petit peu discrète, on le fera de manière un peu plus officielle dans quelques semaines, probablement du côté de Strasbourg, on lancera officiellement un réseau d'élus avec qui on va être en interlocution permanente sur les problématiques qui sont les nôtres. Alors, c'est très, très trivial, hein, emploi, formation, attractivité des métiers, modèle socio-économique, que des choses qui ne nous intéressent pas. On a eu un bon écho. Parce que clairement, c'est bien sur les territoires qu'on est, et on va donc le construire. On va avoir besoin de vous pour ce faire. Nous, on a repéré des élus d'un point de vue central. Si on veut que ça fonctionne, il faudra que vous nous disiez contactez un tel, contactez un tel, contactez un tel, parce qu'eux ont envie de bosser avec vous. C'est parce que l'EducPop est un acteur majeur de l'égalité territoriale qu'on va faire aussi un travail pour la professionnalisation de nos associations au sein de secteurs mieux reconnus. Comme disait notre vice-président en introduction de notre congrès hier, nous sommes des gens importants. On posait ce matin la question de la visibilité. Pour être visible, il faut aussi avoir cette certitude que nous sommes importants et donc l'affirmer. Effectivement, les médias ne vont pas venir nous chercher, donc affirmons que nous sommes importants. Et nous, on va y travailler. On crée des emplois, on forme des salariés, on participe à la fabrique de la citoyenneté en émancipant des citoyens, et cela partout sur le territoire national. Donc on va y travailler véritablement. Là, dans quelques semaines, on va lancer un site qui s'appelle Planète Animation pour mettre en avant les métiers qui sont les nôtres. On va avoir besoin de vous pour y contribuer. On va venir dans vos secteurs pour filmer des animateurs, mais aussi pour filmer les DRH, mais aussi pour filmer les directeurs, pour les expliquer pourquoi il est important de travailler chez nous et pourquoi ces métiers sont essentiels. C'est un gros chantier. Vous pourrez aussi y mettre vos offres d'emploi. C'est important de pouvoir le faire. Et on y mettra l'ensemble des offres de formation proposées par les structures et les OF adhérents à Exop ou aussi Novdes. Pas aux autres, on va limiter la concurrence quand même. Il faut un intérêt à être chez nous quand même. Ainsi notre fil d'Ariane, le chemin conducteur des prises de position d'Exop va être centré sur les bénévoles, l'investissement citoyen, l'émancipation de toutes et tous, les bénéficiaires, les bénévoles et les salariés. L'éducation populaire, c'est pas les uns à côté des autres, c'est bien un ensemble qu'il faut construire. C'est quelque chose qui est pas si facile que ça, et les équilibres sont parfois complexes. Un dernier mot pour conclure. Il y a un ancien prix Nobel de la paix, un grand acteur d'éducation populaire, que je viens de la Ligue, donc nous on l'aime bien à la Ligue, Léon Bourgeois, 1896, qui disait « L'homme naît débiteur de l'association humaine ». C'est le fondement du solidarisme. Vous le savez tous, l'homme naît débiteur des associations humaines. Ça implique quoi? Ça implique, pour tous les individus, c'est ce que dit Léon Bourgeois, des droits à une éducation, un socle de biens de base pour exister, des assurances contre les principaux risques de la vie. Ce qu'on fait, l'éducation, la formation, l'assurance contre les principaux risques de la vie, on le fait nous en matière de prévoyance et en matière de santé. La question des biens de base, c'est bien la réflexion qu'on doit avoir à un moment sur la question des rémunérations qui soient dignes pour vivre tous les jours. C'est notre sujet. Donc on peut se reporter à Bourgeois. On va essayer de l'actualiser un petit peu. 1896. Et il ajoute par ailleurs que pour traiter de cette question sociale, il est nécessaire de créer un impôt. Alors, les impôts existent, je vous rassure, on ne va pas demander une création d'impôt supplémentaire. Mais ça veut bien dire, dans ce que dit Bourgeois, est-ce qu'on doit revendiquer? Je crois que je l'ai entendu tout à l'heure dans la bouche du président du FONGEP. C'est-à-dire que si nous pensons que nous relevons de l'intérêt général et que par ailleurs tout ce que nous faisons
contribuent au bien-être commun, il ne faut pas que nous hésitions à revendiquer et à dire qu'il doit y avoir une solidarité nationale qui s'exerce pour venir contribuer aux actions que nous menons. Donc l'impôt doit pouvoir payer les actions que nous faisons. On ira le dire à l'État, Patrick, je te rassure, ça, c'est des choses que nous allons faire. Nous allons aller demander à l'État ou aux collectivités territoriales, je ne sais pas à qui exactement, mais de dire, nous avons des modèles socio-économiques, nous savons quels sont nos besoins, maintenant il faut que vous preniez vos responsabilités parce que finalement, c'est bien l'association des individus que nous représentons que vous devez financer. C'est important aussi parce qu'on oublie ça un petit peu, mais Bourgeois il disait que l'individu n'est pas isolé, l'individu est d'abord dans l'association, donc c'est ce que nous sommes, des associations, et par ailleurs, si l'individu n'est pas isolé, l'État n'est pas isolé non plus, ça veut dire que l'État ne peut pas décider, agir, sans prendre en compte les individus réunis au cœur de ces associations que nous sommes, mais qu'on retrouve aussi au sein des corps intermédiaires. Voilà le beau projet que je nous invite à mener avec notre nouveau conseil d'administration. Merci infiniment pour ce congrès, un grand merci aux équipes qui ont beaucoup travaillé pour ce congrès, ça a été un succès, même si on a eu peur. À très bientôt.